Salut Internet! Aujourd'hui, un format spécial parce que j'ai une co-animatrice, Alison. Alison, qui est une amie, mais aussi membre Patreon. Et j'avais demandé à mes membres Patreon des suggestions, puis je suis vraiment ouvert. La preuve, elle m'avait dit hey, moi, j'aimerais ça un moment donné co-animer avec toi. Puis Alison est prof, puis elle avait entré en contact avec Déborah, qui est notre invitée. Elle avait même parti la pétition quand Déborah avait perdu son emploi. Alison, je te laisse un peu te présenter, puis pourquoi tu voulais faire ce podcast-là? En fait, moi, j'aime vraiment beaucoup ma profession. Pour être enseignante, il faut que tu aimes ce que tu fasses dans la vie. Donc, ce que tu fais dans la vie, pardon. Donc, Déborah, ça a été pour moi vraiment comme un coup de cœur dans l'aventure. Puis après, quand j'ai su qu'elle avait eu son congédiement, j'ai ressenti la peine qu'elle pouvait ressentir de ne pas être avec ses élèves pour vivre et faire briller cette aventure-là. Puis on le voit aussi dans le podcast, là, à quel point qu'elle a vécu cette peine-là difficilement après son expérience. Donc, j'ai communiqué avec elle souvent, j'ai lancé la pétition, je lui parlais des commentaires qu'on recevait des parents, de toute la population, puis les enseignants qui étaient derrière elle, puis qui pensaient que c'était une bataille qu'elle pouvait gagner. Donc, oui, effectivement, moi, je suis Patreon avec toi depuis le tout début. J'ai cette application-là que pour ton contenu à toi. Faites comme Alison. Ouais, je me suis dit, bon, ben go, si on lance pas l'idée, c'est sûr qu'elle n'arrivera jamais. Fait que t'es pas game, je l'ai fait, je l'ai lancé, puis le voici enregistré. Merci, pour vrai, je capote, c'est vraiment hot. Ouais, puis là, justement, on a enregistré l'entrevue que vous allez voir à l'instant. On a parlé de Survivor, évidemment, et du congédiement, son retour à l'école, comment ça s'est passé. Puis il y a plein d'affaires sur Survivor qu'elle dévoile, des coulisses. Un peu comme préalablement, j'avais fait un entrevue avec Ghislain où j'y ai fait dire des affaires qui s'étaient passées un peu hors caméra. Là, on a plein de scoops aussi. Moi, je pense que t'en as appris aussi, moi aussi. C'était vraiment cool. Puis autant le côté à l'école, son retour, il y a plein d'affaires que moi, je savais pas, que j'avais pas entendu dans les médias traditionnels nécessairement. Fait que je pense que les deux volets de l'entrevue sont vraiment intéressants. Donc, je vous retiens pas plus longtemps. Bonne écoute. Alors, Déborah, qui est enseignante et participante de Survivor Québec. Moi, je suis une fan de télé-réalité et je suis aussi enseignante. Donc, quand Déborah est revenue de cette télé-réalité et qu'elle a appris qu'elle avait perdu son poste, j'ai pris la balle au bon et j'ai essayé, tant que j'ai pu, de l'aider à retrouver son emploi parce que je sais, en tant qu'enseignante, que nous le faisons. En fait, tout ce qu'on fait dans notre vie personnelle, on le fait aussi pour notre vie professionnelle, pour nos élèves, puis ça teinte beaucoup notre profession. Donc, c'est ça. J'ai eu des conversations avec Déborah que j'ai adorées tout de suite, autant dans l'émission que personnellement. Puis, elle m'avait dit qu'elle accepterait de parler de son histoire avec moi, mais puisque le projet de podcast me semblait très, très gros et irréaliste pour moi, ben, j'ai lancé l'idée à Marc-Antoine qui, via son Patreon, nous a demandé si on avait des idées d'enregistrement, si on voulait participer d'une quelconque façon. Fait que, voilà, me voilà. Ben là, c'est une bonne leçon pour ceux qui veulent s'abonner à mon Patreon, que j'écoute pour vrai les abonnés. Ouais. Quand Alison m'a lancé l'idée de faire une entrevue, j'ai dit parfait, c'est la première fois que j'ai une co-animatrice. Puis j'ai bien hâte de commencer ça, justement. Moi, je suis un grand fan aussi de Survivor. Alison se demandait aussi comment une enseignante se dit hey, moi, je vais me lancer dans cette aventure-là. Puis tu sais, en plus que oui, t'habites au Québec, mais en plus, tu viens d'ailleurs, tu t'es dit, tu viens de Belgique, là, tu t'es dit, moi, j'arrive, puis je me lance dans cette aventure-là avec. Puis là, je vais vraiment côtoyer plein de genres d'êtres humains, puis comment on en vient à se dire, OK, ben, je m'inscris à ça, tu sais. Hey, ça a vraiment été un coup de tête, en fait. Moi, je pensais même pas être prise, en fait, mais je suis même tombée des nues quand j'ai su que j'étais sélectionnée. Mais ce qu'il y a, c'est que en Belgique, France, il y a le Survivor qui s'appelle koh puis que moi, je regardais ça quand j'étais jeune avec ma famille, puis on adorait. Mais c'est vraiment pas le même genre. koh est plus rough. Je trouve que les gens sont moins respectueux. Puis on dirait que quand tu es éliminé à koh la personne qui t'a éliminé, tu vas la haïr toute ta vie, puis tu as envie d'aller lui casser la gueule après l'émission. Mais Survivor, je trouve que c'est vraiment plus de bienveillance, plus respectueux.
Puis moi, étant dans un métier où la bienveillance est vraiment constamment là, en ayant vu Survivor saison 1, je me suis dit, waouh, c'est malade, j'adorerais participer à une émission comme celle-là. Moi qui suis hyper sociale, essayer de vraiment m'adapter à ces 19 autres personnes, essayer de relever des défis. Moi qui suis quelqu'un qui aime aussi le confort de la maison, dormir dans un bon lit. Tu sais, pour donner un exemple, si je m'en vais, exemple, dans un hôtel, puis que j'ai pas mon oreiller, j'ai de la misère à dormir parce que mon oreiller est essentiel, il y a une certaine forme et tout. Donc, je me suis dit, ouais, il faudrait peut-être essayer ça. Ça va peut-être me sortir de ma zone de confort. Puis, qui sait, peut-être que je vais être une autre personne après Survivor. Et je me rappelle, ça a été terminé. Patrice a annoncé la saison 2 assez vite par rapport à la saison 3 qu'on attend encore. La saison 2 assez vite. Oui, on se croise les doigts, moi aussi. Et direct, j'étais dans ma salle de classe. Je me souviens encore. J'ai été remplir le questionnaire. Je suis assise à mon bureau en classe. Il y avait une vidéo à faire, une photo à prendre. J'ai dit, je fais tout maintenant. Je me suis dépêchée. J'ai fait ma vidéo. On voit les dessins de mes élèves à l'arrière. Je me suis présentée vite fait sans être préparée, en fait. J'ai répondu au questionnaire. J'ai envoyé ça. Puis, écoutez, j'ai laissé aller. J'ai passé mon 2 mois d'été sans trop y penser. Au mois de septembre, j'en avais parlé à certains amis qui m'avaient dit alors. J'avais dit, ben non, je ne serais pas prise pour ça et tout. Puis fin septembre, j'ai eu le premier appel. Puis là, c'était confidentiel, donc je n'avais rien dit à personne. J'ai passé ma première audition. Fin octobre, j'ai eu mon deuxième appel pour me confirmer la deuxième audition. J'étais comme, voyons donc. Puis quand j'ai été faire le test de piscine, je me suis dit, c'est mort, jamais ils vont me prendre. J'ai fait le test de piscine en je ne sais pas combien de temps. Parce que le test de piscine, il y a comme une brique au fond de l'eau qu'il faut pousser. Et il faut vraiment traverser toute la piscine. Puis je regarde le gars, je dis, est-ce que je peux respirer entre chaque au moins? Je ne veux pas faire toute la piscine sans respirer. Non, tu peux respirer, tu peux prendre ton temps. Ben, mon temps, je l'ai pris. Je l'ai tellement pris qu'à un moment donné, il me regarde et me dit, si tu veux arrêter, tu peux. Non, je n'ai pas arrêté, j'ai continué, j'ai persévéré. Mais quand je suis sortie de là, je me suis dit, jamais ils me prendront. Puis finalement, j'ai eu l'appel le 28 novembre pour m'annoncer que je faisais partie des candidates de Survivor Québec. Et c'est là que je me suis rendu compte de ce que j'avais fait. Et je me suis dit, oh, un coup de tête, mais là, c'est l'anxiété qui est rentrée. Moi, j'ai été anxieuse tout le mois de décembre et tout le mois de janvier avant que je me retrouve à Montréal, cachée dans une chambre d'hôtel. J'ai été anxieuse pendant 2 mois. Ça a été quoi tes plus grandes anxiétés, justement? Parce que là, tu dis aussi que ça a été un grand défi, tu sais, que tu voulais t'aimer ton confort. Mais là, tu arrives, tu dors dans le sable. Puis je sais que tu as peur des bébites. Alison aussi me disait que c'était une des grandes phobies. Tout ce qui est les bestioles, ça se peut-tu? Ah, mais j'avais horreur de ça. Anecdote, c'est qu'à un moment donné, je devais aller au Costa Rica et j'avais hésité à y aller juste à cause des insectes qui se trouvent au Costa Rica. Puis j'avais dit, oh, j'y vais pas, j'y vais. J'étais toujours comme indécise. Mais là, je ne pouvais plus reculer. Là, j'étais prise pour Survivor. Je ne pouvais pas leur dire, oui, j'y vais pas. Ma place, elle allait être donnée à quelqu'un d'autre qui allait vouloir le faire à tout prix. Donc, je savais que c'était une phobie, puis je me suis dit, vas-y, puis tu verras. Puis, rendu là-bas, tu vas voir ce qui va se passer. Puis, peut-être que j'aurai moins peur par la suite. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai beaucoup moins peur maintenant des insectes. Et je pensais que c'était ça qui allait être mon plus grand défi. Ça allait être les insectes, ça allait être dormir au sol. Mais ça a été pas ça du tout. Ça, c'est rien du tout, dormir au sol. C'est rien du tout, crever de faim par rapport à tout ce qui est l'aspect social, la paranoïa, le fait d'être avec du monde, puis de les voir parler et de te dire, est-ce qu'ils sont en train de parler sur mon dos? Est-ce qu'ils sont en train de faire des connivences pour m'éliminer? Qu'est-ce que je dois faire de plus? Puis ça devient comme un stress constant. Donc, tu es là-bas. Le seul moment où on est bien, c'est le soir, quand on est autour du feu. Tu sais, il n'y a plus de caméra, il n'y a plus rien, il y a juste nous. Puis on fait juste parler de nos vies et c'est là qu'on apprend à se connaître. C'est là que j'ai appris à connaître Ghislain, c'est là que j'ai vraiment appris à connaître Sébastien, que j'ai appris à connaître Audrey. Mais sinon, la journée même, tu n'apprends pas à les connaître parce qu'on n'est pas nous-mêmes, on est carrément fous. Donc, le plus gros défi, moi, ça a été vraiment ça, ça a été d'essayer de respirer, de me dire calme-toi, puis ne pars pas dans une paranoïa et ne fais pas une folle de toi parce que justement, c'est ça qui va faire que les autres vont t'éliminer parce qu'ils vont te trouver complètement chiante. Un peu ce qui s'est passé avec Audrey. Ouais. Audrey est arrivée, elle était là, elle était en train de manigancer tout, voir qu'elle éliminait. Elle arrivait à nous rendre un peu
parano. Elle était dans une alliance avec Florence Marilou, Sébastien André. À un moment donné, elle était dans une alliance avec Florence Marilou, Sébastien André quand on était à la fusion. Et elle arrivait à rendre folle Marilou et Florence. Florence, elle dit, il faut qu'elle arrête. Elle me rend folle. Je n'arrive plus à suivre. On a dit qu'on votait pour cette personne-là, qu'elle arrête de revenir 36 fois sur le nom de la personne. Et c'est ça qui a fait qu'il y a eu des changements et qu'il y a des gens qui se sont retournés contre elle et qu'elle a été éliminée. Donc, c'est à ça que moi, je ne voulais pas arriver à ce niveau-là. Et c'est ça le plus difficile quand tu es là-bas. C'est comme si la survie, c'est plus manger puis dormir. La survie, c'est le côté social. Est-ce que les autres vont accepter de me permettre un autre semaine, un autre jour, un autre... C'est vraiment comme une micro-société qui est juste ensemble, déconnectée de tout le monde. C'est rendu ça, la survie. C'est ça. C'est le fait de te faire accepter par les autres personnes qui sont autour de toi en étant toi-même, quand je vais dire, à nu. Parce que t'as rien pour briller. Tu sais, j'arrive pas le matin avec mes cheveux faits, avec du maquillage, une belle paire de boucles d'oreilles, dans ma voiture, en présentant ma maison, en disant ce que je fais dans la vie pour briller. Non, t'es juste toi. Tu te lèves le matin, t'as les cheveux n'importe comment, t'as du sable dans l'œil, t'es de mauvaise humeur parce qu'en plus t'es menstruée, t'as pas mangé du jour d'avant, t'as été obligé de bouffer des coquillages, tu rotes, ça sent l'escargot, tu sais, t'as tout pour vraiment, c'est faire de toi une personne aigrie. Mais tu dois passer au-dessus de ça et te dire non, parce que si je suis une mauvaise humeur puis que je suis une personne pas sociale et que c'est un enjeu, parce qu'on le dit, tu as le côté social, tu as le côté endurance, défi physique et tu as le côté survie, je pense que c'est ça. Hein. Mais si tu ne l'as pas, le côté social, c'est fini parce que je pense que c'est le plus gros enjeu. Parce que les gens, oui, ils t'éliminent, mais il y a quand même une partie sentimentale. Tu sais, moi, j'ai eu de la misère à mettre le nom d'Olivier sur mon papier. C'est difficile. Et plus tu avances dans le jeu, plus c'est difficile. Plus tu dois mettre ton cœur de côté pour pouvoir faire tes votes avec ta tête. Puis combien de fois, moi, je ne suis pas revenue à un conseil de tribu, puis que j'étais toute retournée et que j'avais besoin de voir la psychologue. Ça, c'est... Oh, excuse-moi, vas-y. Elle est disponible, la psychologue, pendant l'émission, c'est pas juste après? En fait, la psychologue, elle nous suit avant l'émission. Elle fait comme un portrait de toi, elle apprend à te connaître pour vraiment te connaître quand elle arrive là-bas. Puis quand on est là-bas sur place, on a droit à la psychologue. Donc, si à un moment donné, tu ne te sens pas bien, puis tu te dis, moi, j'aurais besoin de voir la psychologue, elle se rend disponible, elle vient sur l'île et tu as un petit coin sur la plage où tu es assis dans le sable et que tu parles parce qu'ils ne te donnent rien. Ils ne vont rien te donner pour ton confort. Ils vont vraiment te laisser dans l'inconfort. Ils ne vont pas te dire, on va te donner une chaise avec un verre d'eau et un parasol pour que tu puisses parler avec la psychologue. Non, c'est vraiment... et elle est là constamment, puis on a droit à la voir une fois sur la semaine comme tout le monde. Et tout le monde passe. Tout le monde passe la voir, même si tu n'as pas besoin de la voir, tout le monde passe pour pas créer comme, tu sais, des gens qui se disent, lui, il a été la voir, il a duré longtemps avec elle, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a plein de questions qui se posent. Je vous donne un exemple, c'est comme avant de prendre l'avion, on rencontre la production et le producteur me dit, est-ce que tu as des livres? Je fais, oui, j'ai des livres, j'ai de la lecture, bien sûr, pour passer les 25 heures dans l'avion, on a besoin de lecture. Il me dit, tes livres, tu les caches. Tu caches la couverture, tu caches qu'est-ce que tu lis. Je dis comme, pourquoi je dois faire ça? Parce que tu donnes des indices sur toi. Tu donnes des indices sur la personne que tu es, le genre de lecture que tu fais. Il y en a qui peuvent s'en servir. Donc, j'étais comme, oh my God, que c'est poussé. Je pensais jamais à ça, moi. Donc là, j'ai été un peu plus observatrice quand j'étais à l'aéroport parce que j'étais vraiment pas encore dans la game. Mais moi, quand ils sont venus me parler de ça, je me suis dit, OK, ça commence maintenant. Ça commence. Là, tu sais, c'est fou. Fait que vous voyez déjà les candidats à l'aéroport. En fait, quand tu arrives, on se voit, mais on ne peut pas se parler, on ne peut pas se regarder. En plus, comme ils nous ont fait porter le masque parce qu'ils ne veulent pas qu'on tombe malade. Parce que si on tombe malade, ça fait qu'il y a une personne de moins, ils doivent appeler quelqu'un pour remplacer, ou ils commencent déjà avec 19 joueurs, donc ça ne fonctionne pas. Donc, on portait les masques. Donc, c'est sûr que déjà, j'ai porté mon masque tout le long, tout le monde a porté notre masque. Et c'est quand on est arrivé la première fois qu'on a été dans les bateaux pour se rendre à la première épreuve de récompense avec Patrice que j'ai vu le visage des gens. Et je me suis dit, oh mon Dieu, je n'imaginais pas comme ça. Tu sais, quand tu as vraiment le nez, la bouche cachée et que tu découvres, tu te dis, tu sais, c'est ça. Tu sais, oui, les yeux, ça parle, mais tu as quand même le reste du visage. Donc, c'est vraiment important. Donc, il y a des gens que j'étais vraiment étonnée de découvrir que j'étais...
Donc, non, on se voit, mais c'est strict. C'est strict. On se déplace en file, on ne peut pas parler. Dans l'avion, tu es assis, il y a quelqu'un au milieu, puis tu ne regardes personne. Là. Après l'émission aussi, hein, vous avez des restrictions par rapport à ne pas se voir pendant un X nombre de temps, je pense. Mais en fait, après l'émission, ils ne veulent pas qu'on se voit et normalement qu'on se parle, mais c'est impossible parce qu'on est 24 heures sur 24 pendant 42 jours ensemble, mais pour ceux qui ont passé la fusion, parce que ceux qui vont à la villa du jury continuent à être ensemble. Puis, ils nous demandent comme du jour au lendemain de plus se parler, de plus se voir. Puis, on est super attachés ensemble. C'est incroyable les liens qu'on développe. Je ne pensais pas développer des liens aussi forts. Puis, je me souviens qu'ils avaient dit, ben non, vous ne pouvez pas vous voir. Mais c'est une question vraiment pour respecter le public, pour respecter les fans. Et je comprends parce qu'ils disent, ils m'avaient dit, imagine Déborah, tu t'en vas manger dans un restaurant avec Cass. Mais c'est pas encore la fusion. Il n'y a pas encore eu de remaniement non plus qui fait que tu es avec Cass dans le Bayani 2.0. Donc, ils voient Cass, ils vont dire c'est bizarre. Ça veut dire que Déborah et Cass se rentrent loin. Ou ça veut dire qu'à un moment donné, elles sont ensemble. Et c'est ça qu'ils ne voulaient pas donner des indices. Donc, nous, on a défié les lois. On s'est vus en cachette. Ils ne l'ont pas su. Ils ont su parce que de temps en temps, on faisait des photos de nos pieds, on marquait les lettres, les lettres du prénom de chaque personne. On fait des photos de dos, mais c'est sûr, on savait que c'était nous. C'est les gens qui sont fans et qui nous connaissent. Ils savaient que c'était Audrey Déborah de dos. Ils savaient que la jambe, c'était Kat. C'était vraiment, nous, on se voyait pareil parce que c'était impossible. Moi, quand je suis revenue de Survivor, j'ai trouvé ça extrêmement difficile. De un, je trouvais ça difficile, l'arrêt de l'aventure, de ne plus voir le monde, puis mon licenciement. Donc, j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés. Moi, j'ai eu besoin de la psychologue après mon aventure. Puis, la psychologue m'avait dit, non, tu as besoin de voir ton monde de Survivor, va les voir. Ne vous voyez pas dans un restaurant, ne le faites pas exprès, mais va les voir en cachette. Donc, on se voyait en cachette dans la maison de quelqu'un, dans une chambre d'hôtel, et on se donnait des rendez-vous, puis on en profitait entre nous, et c'était du pur bonheur de se retrouver. On aimait ça, puis de temps en temps, on se voyait justement un jour où il y avait une quotidienne pour qu'on puisse regarder un épisode ensemble, puis rire, ou alors se dire « Ah, tu m'as fait ça », parce qu'il y a des choses qu'on a découvertes, qu'on n'a pas su. Donc, c'est agréable quand même de passer du temps ensemble et de revivre ça ensemble, parce que, comme on dit, il y a juste nous. On est au courant de ce qui s'est passé, juste nous qui pouvons ressentir ce qu'on a ressenti là-bas, puis les sentiments qu'on a, le manque qu'on a de ne plus être là-bas. Oui, j'ai trouvé ça difficile, mais on me redemanderait, il y a un avion qui vient te chercher, tu retournes aux Philippines pour refaire ton expérience. Ben oui, j'y vais. Et même si je sais que je vais être licenciée, je le fais. Et puis le centre de service scolaire, hein, il y a des choix à faire, mais c'est ça, c'est une aventure incroyable. N'importe qui, je lui souhaite de vivre ça. C'est vraiment incroyable. Pour moi, la fille qui était anxieuse, qui avait peur des bibites, qui avait peur de mon confort, de mal dormir, que je trouve que le sommeil, c'est important, je recommencerai. J'ai trouvé ça incroyable. Ben moi, je le souhaite à Alison. Je sais qu'elle veut, elle veut le faire. On souhaite une saison 3. Pour ma part, pour vrai, je reviens d'un voyage dans le sud. Puis si je manquais le late snack avant d'aller me coucher, j'étais vraiment fâché. Fait que là, je me suis dit, OK, je pourrais pas faire Survivor. Parce que souvent, je pense à... Je vis une situation où je fais, OK, je pourrais pas faire Survivor à cause de ça. Non, je suis sûre que tu pourrais le faire, en fait. C'est parce que c'est des choses qu'on voit. Rendu là-bas, tu penses... Non, je vais mentir. J'allais dire, tu penses plus à la bouffe. Oui, tu penses constamment à la bouffe. Mais il y a d'autres choses plus importantes, finalement. Oui, tu as faim, tu ressens la faim. Puis... on était des psychopathes, on était complètement fous. On se donnait rendez-vous autour du feu. Puis là, on ne faisait que parler de bouffe. Style Nabil, il disait « Let's go, Deb, donne-moi ta commande du McDo. » Ah, là, on était partis. Des commandes qui n'avaient pas d'allure, même une commande que je ne ferais même pas ici. Mais j'avais tellement faim que je commandais des hamburgers, que ma frite devenait une poutine, que je prenais à Sunday. Puis là, on passait à la personne suivante. Ghislain, il exagérait, il prenait des ailes de poulet. C'était fou. Puis... c'était tout le temps comme ça. On avait toujours de quoi parler. Parle-nous de ta recette préférée. Comment tu prépares ta recette préférée? Puis là, on entendait Jean-Michel qui nous parlait de l'Etsagedi Omar, comment elle était préparée. Jusqu'aux odeurs, il nous parlait de l'odeur. On était tous là. Oh mon Dieu, c'est un supplice. Pourquoi on fait ça? C'est fou. On est complètement barche, mais c'est ça. On l'a vu quelques fois, mais moi, je trouve que cette année, c'est vraiment la première année. Ben, c'est juste la deuxième saison ici au Québec, là.
Mais si on regarde ceux d'ailleurs, il y a vraiment comme une distanciation vu que c'est pas notre même monde, que c'est pas, tu sais, moi, cette année, je me suis vraiment associée à toi parce que tu étais enseignante. Ouais. Mais j'ai vu aussi d'autres personnes que je me suis dit, OK, eux autres aussi, dans leur quotidien, ils doivent se dire souvent, ouf, une chance que j'ai mangé, j'ai pas bien dormi hier, fait que là, on est plus marabout parce que dans notre quotidien, on peut se le permettre, mais j'ai vraiment trouvé que c'était des gens du commun, là, qui étaient capables de, comme cette année, nous autres, on a remarqué vraiment beaucoup le vocabulaire, il y en a qui ont été bipés, il y en a qui ont fait des erreurs, il y en a qui... Puis à la télé, habituellement, on ne voit pas ça. Tu sais, quand vous dites on arrive avec du sable dans les yeux puis les cheveux en bataille, ben c'est juste à Survivor qu'on voit le monde à nu comme ça. Là. Sinon, habituellement, il y a l'éclairage, il y a le maquillage, il y a... Fait que j'ai vraiment trouvé que c'était plus proche de la réalité et qu'on était capable de s'associer au monde parce que moi, je veux vraiment faire une télé-réalité. Là. Je me suis inscrite à un souper presque parfait depuis 3 ans, puis... Mais Survivor, c'était comme au-delà de mes capacités avant, parce que je me disais, oublie ça, là, moi, si je mange pas, mon chum, il dit, tu vas tuer tout le monde. Là. Fait que, il dit, oublie ça, si tu manges pas, si tu dors pas, tu seras pas capable, tu vas, tu sais. Puis je me suis dit, non, si eux, ils sont capables, qu'elle, elle a peur des bestioles, puis qu'elle est capable de le faire, puis c'est sûr que ça doit repousser tes limites, puis tu dois revenir de là tellement changé. Là. Ah oui, c'est sûr. Puis, tu sais, quand tu dis t'as faim, puis moi, je suis une gourmande. J'adore bouffer, je mange. Et puis, quand je reviens en Belgique, c'est fou parce que on dirait que tout ce qui m'a manqué, j'ai envie de le manger sur le 3 semaines que je suis ici, tu sais, le 1 mois. Là-bas, il y avait plein de choses que j'avais envie de manger. Puis, quand tu reviens, c'est incroyable. Des choses que je ne mange pas dans mon quotidien. Exemple, moi, le matin, je me réveille, je suis pas quelqu'un qui mange des céréales. C'est non, les céréales, c'est plein de sucre et tout. Je vais être plus la fille qui va manger des œufs, tu sais, qui va prendre un bon déjeuner nourrissant pour commencer ma journée. Et je suis revenue, la première chose que j'ai mangée, c'est un bol de céréales, que je ne mange pas ça. Donc, ça a développé chez moi aussi des petites choses que je n'avais pas avant, mais qui vont disparaître parce que la psychologue, elle a dit, tu vas voir, ça va disparaître. C'est parce que tu as tellement eu des manques là-bas que ben, tu es en train de les combler tout doucement, mais après, ton quotidien va revenir. Parce que moi, j'ai eu peur. J'ai dit là, si je continue comme ça, je m'en vais vers l'obésité. Est-ce que ça va arrêter d'avoir faim comme ça et de vouloir tout manger? Donc, elle m'a dit, oui, ne t'en fais pas. À un moment donné, tu vas reprendre un bit où tu vas vouloir manger plus sain et reprendre, tu sais, ta façon de manger. Parce que moi, je suis quelqu'un qui fait attention à ce qu'il mange, puis qui mange bien. Mais là, j'étais à un autre niveau. Hein. J'étais... Tu sais, mettons, pour faire attention à notre santé mentale, là, la psychologue, elle est là de temps indéterminé après. Tu sais, il n'y a pas un 6 mois, tu peux profiter de la psychologue de Survivor, puis après ça, même si tu vas pas bien, que tu as perdu ton emploi, puis on te lâche, on te laisse. Non, elle est là pour toi, elle le sait. Puis tu sais, si tu vas vraiment pas bien, elle te le dit. Elle te dit là, je te donne des trucs. C'est moi, elle m'avait donné des trucs. Elle m'avait dit, Déborah, j'aimerais que tu fasses ça, tu fasses ça. Tu sais, elle me disait tout ce qu'elle voulait que je fasse. Elle me dit, je vais te rappeler à peu près dans 2 semaines pour savoir comment tu vas, puis pour voir tout ce que tu as fait. Tu sais, tout ce que je t'ai demandé, si tu les as fait, s'il y en a que tu n'as pas fait, te stresse pas avec ça. Donc, elle m'a rappelé, puis c'est sûr que ça va de mieux en mieux. Plus tu avances dans ton quotidien, ben, plus tu reviens à la normale. C'est vraiment le début qui est difficile. C'est fou, tout est difficile. C'est difficile d'être entouré de gens, c'est difficile la lumière, les lampadaires, je veux dire la lumière artificielle. Quand j'étais dans ma classe, la lumière artificielle me faisait mal aux yeux, que j'en avais mal à la tête, parce que j'ai été pendant 42 jours à la lumière du soleil. J'avais pas d'écran, j'avais pas de télé, j'avais pas de téléphone. Donc, la lumière bleue, je l'avais comme oubliée. Donc, j'ai vite attrapé des migraines que je n'avais plus là-bas. Malgré qu'on se dit, on ne mange pas, on ne dort pas, on est sous une grosse chaleur, on fait des défis. J'ai été en forme et je n'avais pas mal à gauche et à droite. Je n'ai pas eu mal à la tête une seule fois. J'ai peut-être eu mal au ventre parce que il y a les problèmes intestinaux de constipation à cause des noix de coco, du riz et tout, ou des récompenses que tu reçois, puis ça fait longtemps que tu n'as pas mangé quelque chose de consistant. Il y a ces petits soucis-là, mais sinon, à part ça, je me trouvais en forme. Je trouvais que j'allais bien. J'ai l'impression que, tu sais, notre quotidien qui nous entoure, ben, fait l'inverse. La nourriture qu'on mange fait beaucoup sur notre corps. Les écrans, les réseaux sociaux, tu sais, on le remarque. Quand on revient, tu le remarques beaucoup plus. Puis, moi, j'ai fait des choix aussi dans ma vie qu'avant, tu sais, j'ai des amis,
Mais là, je suis rendue que c'est pas que je choisis mes amis, mais il y a des gens, je sens qu'il y a de la jalousie de leur part parce que j'ai fait Survivor. Ben maintenant, je ne m'emmerderai plus avec toi. Tu es jaloux, tu me le fais sentir, ben ciao, bye. J'essaierai pas de garder une amitié avec toi. Avant, j'aurais essayé parce que je trouvais ça important d'avoir des amis. Tu sais, je trouvais ça important d'avoir du monde qui m'entoure et d'être bien vue. Maintenant que j'ai fait Survivor, mais j'en ai plus rien à foutre du monde autour de moi. Je pourrais être toute seule. Je le sais ce que je vaux. J'ai été faire Survivor. Je me suis vue, tu sais, je me suis dépassée. Mon estime de moi, elle a augmenté. Je me suis vue à la télé. Ça aussi, c'est pas évident de se voir à la télé. Parce que, tu sais, je me rappelle, tu sais, quand je suis dans ma classe, que parfois, je fais des enregistrements pour les parents. Puis quand je veux revisionner la vidéo, puis je fais comme, quelle horreur, ma voix. Et là, j'ai dû vivre ça pendant 2 mois et demi à m'écouter à la télé, mais tu t'habitues. Finalement, j'ai bien aimé mon image. Donc, c'est tout un processus qui s'enclenche, puis qui fait que je ne vais pas dire que je suis une personne totalement changée, mais oui, il y a des choses qui ont changé chez moi et je le remarque. Je suis plus empathique aussi. Tu sais, envers les gens, je suis moins stressée parce que j'ai tellement une grosse dose de stress là-bas que je suis moins stressée. Ben, pas là-bas, le avant. Là-bas, je n'étais pas stressée. C'est le stress que j'ai eu avant de partir, de la peur, de me dire comment ça va être là-bas, le stress de me dire comment je vais faire pour dormir, et si je suis malade, et je faisais toujours et si, qui me causait de l'anxiété, puis qui faisait que j'étais une boule de nerfs arrivée là-bas. La première nuit que j'ai passée, j'ai fait comme, ça va, c'est moins pire que ce que je pensais. Oui, c'est difficile, mais c'est moins pire que ce que je pensais. Et c'est un autre stress qui rentre. C'est plus un stress de peur, c'est plus le stress de, bon, on va faire une épreuve, est-ce que ça va aller? Est-ce que je vais performer? Est-ce que, tu sais, je vais être capable de tenir sans avoir rien dans l'estomac? Un conseil de tribu, comment ça va? Tu sais, c'est différent. Donc, Moi, pour ma part, j'aimerais ça qu'on parle un peu de toi dans l'aventure. Parce que je fais tout le temps des petites recherches, puis j'ai un oiseau des Philippines qui est venu me picasser deux, trois petits sujets là, qu'on pourrait parler. Il y a peut-être des affaires que tu as oubliées avec le temps, mais on va essayer de te remémorer. Il y avait un top 3 d'expressions. Ça se peut-tu? Ouais, d'expression, oui, il y avait des choses que je disais là-bas qui faisaient bien rire du monde, dont le premier que je disais tout le temps, c'est « fais gaffe à ta gueule ». Je ne sais pas si ça fait partie de ton top 3 que tu avais, mais oui, en fait, autour de Feu, on raconte des anecdotes. Puis moi, j'en ai raconté une qui s'est passée dans ma jeunesse. Et, avec un amour de jeunesse? Hein? Avec un amour de jeunesse? Oui, avec un amour de jeunesse. L'oiseau m'a parlé beaucoup. Oui, avec un amour de jeunesse. Donc, est-ce que je te raconte ou... Moi, je veux savoir. Si tu veux, oui, moi, j'aimerais ça. J'étais jeune, je devais avoir 17 ans, je pense, et je suis en voiture avec mon père, je n'ai pas encore mon permis de conduire, on s'en va chez ma tante, et au milieu du terrain de soccer, qui est à l'extérieur, je vois mon chum avec une autre fille, qui était son ex. Je pète un câble phénoménal parce qu'à l'âge de 17 ans, je ne tournais pas 7 fois ma langue dans ma bouche avant de m'exprimer. J'étais une enragée, une possessive, jalouse. Donc, je disais à mon père, arrête-toi, là, moi, je veux que tu t'arrêtes, il faut que j'aille le voir et tout. Mon père, il savait que j'allais faire un massacre, donc il ne s'est pas arrêté. On est parti chez ma tante. Là, j'ai appelé ma meilleure amie. J'ai dit, viens me chercher. Ma meilleure amie débarque en scooter parce qu'à ce temps-là, on n'a pas de voiture. On arrive au milieu du terrain de soccer, ils sont plus là. La fille, chez où elle habite, j'ai dit, on n'a rien à faire, on s'en va chez la fille. On arrive chez la fille en question. Elle s'appelait Virginie. Je peux le raconter, elle ne regardera sûrement pas le podcast québécois en Belgique. Et j'ai frappé à la porte, sonné. Il n'y a personne qui m'a répondu. Et là, j'étais enragée noire de me demander où elle était. Donc, je tapais, puis j'ai dit là, Virginie! Puis là, je dis, fais gaffe à ta gueule, t'as intérêt à descendre! Et j'étais une enragée. J'ai pris désolée pour la maman, à ce moment-là, tu sais, j'ai 17 ans, je suis une jeune rebelle. J'ai pris les pots de fleurs, très beaux pots de fleurs de la mer avec des beaux géraniums. J'ai tout saccagé à terre. J'ai piétiné toutes les fleurs et j'ai arraché les fleurs dans les plates-bandes et j'ai tout lancé par-dessus la clôture chez eux. Et je suis partie. Et après, j'ai su qu'elle était en fait chez ma meilleure amie, chez une de mes amies. Et je suis partie sonner à la porte en disant « Virginie,
sors dehors, que je t'enfonce ta dent dans ta gueule. Mais j'étais vraiment une folle, en fait. Et quand j'ai raconté ça, ben, sur le camp, tout le monde était mort de rire. Ghislain en pouvait plus, il trouvait ça donc bien drôle. André, il me trouvait à mourir de rire, il trouvait que, tu sais, moi et mes expressions. Et c'est toujours resté au point qu'on l'utilisait à toutes les sauces. À un moment donné, je dois aller à l'infirmerie parce que je m'étais fait morte par le poisson, le serpent, on ne sait pas trop. À un moment donné, je me fais morte par quelque chose. Et je devais aller tous les 15 minutes à l'infirmerie pour faire vérifier en fait ma morsure pour voir si elle ne grossissait pas. Et j'y vais, mais moi, je ne parle pas anglais. Donc, j'y vais avec un caméraman pour, tu sais, qui m'explique un peu ce que le paramédic veut me dire. Et je repasse et puis je parle. Et quand je parle haut et fort, on sait que c'est moi. Et pendant ce temps-là, il y avait des entrevues, en fait. Et les entrevues, quand tu sais qu'il y a quelqu'un qui passe, tu ne peux pas parler parce que je pourrais entendre l'entrevue. C'était Cass en entrevue. Donc, Cass est en entrevue, je ne la vois pas, je ne l'entends pas. Moi, je parle et tout d'un coup, j'entends dans la jungle au loin « Dep, fais gaffe à ta gueule !» Et là, je savais que c'était Cass qui venait de crier ça. Là, je me suis mise à rire. Les autres se sont mis à rire. Donc, ça, c'est resté vraiment au point que je l'ai utilisé le jour de mon élimination. Bien sûr, on ne l'a pas vu. Et quand Pat dit nous allons passer au vote, il nomme toujours la première personne qui est sur le bout à droite, et c'était André. Pat se lève, puis il dit « André, tu es le premier à aller voter. » Donc, André se lève, il se dirige pour aller voter. Moi, je savais que tout le monde votait pour moi, donc là, je l'ai fait exprès, puis j'ai dit « André, fais gaffe à ta gueule !» Et là, c'était terminé, on a dû tout couper, on a dû recommencer parce que j'ai dit ça. André s'est retourné et riait, Pat riait, tu sais, c'était vraiment la petite joke à chaque fois que tout le monde disait, puis tout le monde la connaissait parce que je l'utilisais tout le temps. Donc, c'est ça. Ah, c'est plate qui coupe ces bouts-là. On dirait que c'est comme tellement... ça nous met vraiment dans votre feeling. Là, du oui, souvent, il y a des choses que je trouve qui ont été coupées puis que je trouvais que c'était des beaux moments. Tu sais, à un moment donné, moi, je suis en train de chercher l'immunité. Puis, les singes me lancent des espèces de petites olives noires, je ne sais pas, dans les arbres. On ne les a pas goûtées parce que c'était après l'épisode de Banjang, de Olivier et Charlie, donc on n'a pas voulu goûter quoi que ce soit. Et ils me lançaient des trucs. Donc là, je me retourne, puis là, je regarde le singe, je fais « Désolée pour ma franchise, mais vous êtes des putains de bâtards !» Et là, j'ai commencé à engueuler les singes. Ghislain était là à ce moment-là, il dit « Mais Déborah est incroyable. » Il dit « Elle s'excuse à l'avance et puis elle traite les singes. » Mais c'était moi, c'était mon côté un peu plus, tu sais, un peu plus fonceuse, un peu plus franc-parler. Puis je voulais un peu mettre d'ambiance pour, tu sais, justement, faire tomber l'atmosphère en étant moi-même un peu loufoque et en parlant un petit peu de cette façon-là. Et ça les faisait bien rire. Il y a aussi l'oiseau qui est venu me picasser 2-3 affaires. Il m'a parlé de chandail et de dessin animé. Mais là, t'en portes un en plus. Passion Mickey, passion dessin animé. J'en ai tellement, tu sais, je pourrais même vous sortir ma panoplie. Oh mon Dieu, ok, mais là, hey, regarde, je suis fan moi aussi, là. Ah, mais moi, je suis fan de Stitch, j'en ai plein ici. C'est rempli de Stitch dans mon truc. Mais c'est... Oui, ton oiseau, j'ai un petit doute sur qui c'est quand tu me parles de mes chandails de Disney, je pense. Mais pas certaine, mais quand même. Mais je sais que quand je suis arrivée à l'aéroport, déjà, mon entrevue, j'ai mon pull de Stitch à ma deuxième entrevue. Donc là, déjà, ça donnait un peu le ton de ses côtés enseignantes, mes petites affaires comme ça. J'aime beaucoup mettre ça. Mes élèves aiment ça aussi. Je suis une fan de Disney. Justement, je m'en vais demain à Disneyland Paris. Oh, chanceuse! Ouais. Et je vais me promener demain avec mes petites oreilles de Mickey partout dans le parc. Et à un moment donné, je sais que tu sais, les jours où on est aux Philippines, on a quelques journées où on a des formations, où on nous apprend certaines choses, où on nous remémore les règlements du jeu et tout. Puis on arrive, on est toujours, tu sais, comme habillé différemment. Tu n'es pas habillé dans ta tenue joueur pendant les 4 jours où tu es aux Philippines. Donc on voit un peu le style vestimentaire des gens. Puis moi, c'est sûr que je me laissais aller. J'avais mon chandail rose avec une Marie, le petit chat des Aristochats. Moi, les nounous, ils venaient dans ma chambre pour m'apporter mon lunch. J'ai un pyjama avec le Roi Lion, un autre pyjama avec les Aristochats. Donc, à chaque fois qu'ils arrivaient, ils me trouvaient drôle, donc ils m'appelaient Madame Disney. Et à un moment donné, moi, je me rappelle que j'ai réagi à la Malarone. C'est le médicament qu'on doit prendre une semaine avant de commencer, tout le long de l'aventure, et après, c'est pour la malaria, en fait. Et ce médicament-là, parfois, tu peux avoir des réactions. Puis moi, j'ai eu des réactions. J'ai été malade toute la nuit, puis ça n'a pas bien été. Puis j'ai dû appeler le médecin pour qu'il vienne me voir.
Et je me rappelle que mon nounou avait dit « Oh non, pas notre Madame Bonheur Disney, je veux qu'elle soit là, qu'elle continue l'aventure, c'est pas vrai qu'elle va arrêter. » Mais non, j'ai pas arrêté. Mais oui, je suis une grande fanatique. Même ma valise. J'avais ma petite valise, puis dessous sur ma valise, c'est Stitch. Donc, tout le monde avait quand même le petit, tu sais, indice que j'étais quelqu'un qui était plus enfantin, qui aimait ces affaires-là, mais ça n'a pas aidé parce qu'ils pensaient que j'étais vraiment une bitch. Ah ouais? Ils l'ont dit, tous. Ah ben, ça doit être 2 préalables d'être enseignante d'abord. C'est ça, sûrement. Médiciner, puis l'autre côté un petit peu plus bitch. C'est ça, ils me l'ont tous dit parce que tu sais, Olivier, il avait un calepin, lui, qui notait tout ce qu'il faisait, tu sais, comme avant l'aventure, puis il observait, il disait Marie-Lou, puis là, il notait des notes sur Marie-Lou, après, il regardait Audrey, elle est comme ça, puis moi, je suis comme ça, puis il donnait des noms, il inventait des noms, puis je sais pas pourquoi, moi il m'avait dit que j'étais comme espagnole, je sais pas trop pourquoi. Peut-être les cheveux, les sourcils, le fait que je sois foncée, mais je sais pas trop. Puis on peut pas parler, donc c'est sûr qu'ils m'entendaient pas parler. Et Audrey, Sébastien, Marie-Lou, je pense que Jean-Michel m'ont dit qu'ils trouvaient que j'avais l'air quelqu'un de très sérieux, puis de... Parce qu'en fait, Audrey m'a dit, je ne vais pas m'entendre avec elle. C'est sûr, elle, on oublie ça. Ça a l'air d'être une connasse. Je ne m'entendrai pas avec elle. Elle a l'air de respecter les règles. On essaie de faire des eye contact. Elle ne les fait pas. Mais moi, je respectais les règles. Je n'avais pas envie d'être foutue en dehors de Survivor à 2 jours de commencer. Parce que c'était quand même strict. Donc, moi, je n'osais pas. Donc, oui, je regardais au sol. Audrey, elle s'en foutait. Elle défiait les lois. Parfois, elle parlait qu'elle ne pouvait pas parler. Donc, on voyait un peu déjà le personnage que c'était. Et elle, quand elle m'a vu, elle m'a dit, c'est sûr, je ne m'entends pas avec. Puis finalement, ça a été ma plus proche alliée. Comme quoi, la première impression qu'ils ont eue de moi, ça n'a pas été la bonne. Et ils m'ont découvert. Ça a été peut-être un bon pour moi parce qu'ils pensaient tellement que c'était pas comme ça que j'étais. Quand ils m'ont vu, ils se sont dit, finalement, elle est super sympathique, Deb. Elle est vraiment, tu sais, bonne vivante. Puis c'est le fun d'être avec elle. Oui, j'étais bougon de temps en temps, mais ça arrive à tout le monde. Surtout aux Philippines quand tu manges pas, j'imagine. Quand tu manges pas, puis que tu as André qui est un peu boqué, puis qui veut vraiment pas suivre ton plan et qui a envie de rester avec Ghislain pour perte. Ça, là, à refaire, est-ce que vous en êtes reparlé après? À reparler avec qui? Avec André? Avec André? Ben oui, non, mais non. de stratégie. On reparle de rien avec André. André, c'est fini. Survivor, jour 42, quand il est terminé. Tu peux plus parler de rien avec lui. C'est fini. Oublie ça. André, il veut même pas faire de podcast. André, il a dit, moi, Survivor, c'est terminé, que personne ne vienne m'emmerder avec ça. C'est terminé. Donc, il a même pas fait d'entrevue. Je pense qu'il est juste passé dans le journal de son côté à Mirabel. Mais sinon, non. Je sais qu'Audrey a voulu revenir avec André sur certains sujets. Mais c'est quand même, non. Ah oui, il est boqué. Là. Ouais. Tu sais, moi, il m'en a voulu parce que j'ai pas voté pour Cass. Il me l'a dit. Il m'a dit, Déborah, un jour, j'étais soupée chez lui, il m'a dit, moi, je ne comprends pas encore pourquoi tu n'as pas voté pour Cass. Mais je regarde André, j'ai dit, toi, si tu avais été sur le membre du jury, tu aurais voté pour qui? Il me dit, Cass. OK, mais moi, je ne suis pas toi. J'ai dit, moi, j'ai hésité. J'ai hésité, puis j'attendais les questions. J'attendais de voir comment vous allez vous défendre. Puis je dis, c'est sûr que j'avais déjà un petit penchant pour Ghislain en fonction de ce que je savais déjà un peu de lui, de sa façon de jouer. Puis j'avais un penchant pour Ghislain parce que Cass, moi, je voyais qu'elle était plus effacée par rapport à Ghislain. Parce que c'était, je voyais comme la menace numéro 1. C'est lui que je voulais éliminer. C'était pas Cass que je voulais éliminer. C'est Gis. Donc si c'est Ghislain que je veux éliminer, c'est parce que c'est lui qui me fait peur et que je sais qu'il va gagner. Donc pourquoi j'irais voter pour Cass? Donc c'est ça. André, il a eu un peu de difficulté avec ça. Il pensait vraiment que Cass aurait eu des votes. Et il me dit toujours que moi, j'ai pas de vote, je m'en fous. Mais que Cass, elle aurait pu avoir des votes. Mais tout s'est joué à la fin, là, quand ils se sont, tu sais, quand ils ont donné leur speech, là, je pense que c'est là que ça a comme... Oui. Totalement. La dernière question, comme je l'ai dit, c'est ça qui a vraiment, moi, penché la balance. Cass, à un moment donné, quand elle a fait son speech et qu'elle a dit que c'était les femmes qui avaient remporté l'école d'humilité, que c'était toujours les femmes qui étaient, tu sais, à l'avant en endurance, que, tu sais, elle parlait de Florence, de moi, tu sais, et j'étais comme, c'est vrai, ça serait bien, c'était une fille qui gagnait Survivor, j'aimerais ça. Puis, non, quand Ghislain a répondu à la dernière question, qu'on a dit pourquoi les deux à côté de toi ne devraient pas gagner et qu'il a dit Cass ne devrait pas gagner parce qu'elle m'a amené en finale
Et c'est son erreur. J'ai fait comme c'est bon. Il a dit ce qu'il fallait dire. Il n'a pas eu peur de le dire. Il le sait. Juste pour ça, je te donne une médaille. Donc, pour moi, c'était sûr que c'était ça. Puis, moi, j'avais déjà mon scénario. C'est sûr que j'aurais voulu qu'une fille gagne parce que quand on s'est rendu la journée où moi j'ai été éliminée, le jeu avec le seau qu'il faut remplir de l'eau. Avant le défi, Cass et Ghislain m'avaient dit on élimine André. Parce que eux, ils voulaient aller en finale avec Nabil. Puis ils s'étaient dit, si on n'élimine pas André, ça va être Nabil et André au feu, puis c'est sûr c'est André qui gagne. Et eux, ils ne voulaient pas se retrouver avec un Bayani au final parce qu'ils avaient peur que tous les votes aillent pour le Bayani et que eux, ben, ça se split entre eux deux. Finalement, ils n'aient pas beaucoup de votes. Donc, ils avaient dit, c'est sûr c'est André. Le fait qu'il y ait le feu, il faut éliminer André. Mais quand ils ont vu ma remontée au casse-tête, quand ils ont vu comment j'avais été bonne au casse-tête puis que j'avais déjà gagné les 2 autres colliers d'immunité avant, ils se sont dit, non, ça ne fonctionne pas. Puis là, ils m'ont expliqué. Ils m'ont dit, par après, à la villa, parce que je leur ai dit, mais pourtant, vous voulez éliminer André. Ils m'ont dit, si on élimine André, c'est toi qui gagnes le dernier collier d'immunité. Et puis, il y a Cass ou moi. Ghislain me dit, on se retrouve au feu. Que si on élimine toi, c'est un de nous deux qui gagnons et on s'amène. Donc, on est tous les deux sûrs. Mais oui, ils ont fait le bon choix. T'étais trop bonne. Ça a été à la fin. Et en plus, je voulais pas... Moi, le dernier jeu, là, c'est comme le jeu que je regrette vraiment. Mais regarde, que veux-tu? Mais moi, justement, j'en parlais avec ma copine quand on écoutait les émissions, puis je trouve que tu as eu une évolution, mais vraiment, là, puis spectaculaire. Tu as eu une courbe de croissance comme en tant que joueuse. Je trouve vraiment spectaculaire. Est-ce que toi, tu le savais là-bas que, à un moment donné, tu as vraiment pris comme un envol, puis tu t'es mis à gagner de la confiance, gagner des colliers d'immunité, évidemment. Est-ce que tu l'as senti là-bas ou c'est en regardant les émissions, tu fais ah, wow, ok, j'ai shiné autant, là. Ou là-bas, tu le sentais déjà, tu sais? Je l'ai senti là-bas. Je ne savais pas que ça allait se produire comme ça. Je ne pensais pas autant. Déjà, moi, je m'étais dit, bon, si je me rends à la fusion, je suis bien contente. Je ne pensais pas me rendre si loin. Mais je ne pensais pas être aussi bonne dans les épreuves d'endurance. Et ce qui m'a fait réaliser, c'est la première épreuve où on est accroché en petit koala. Tu sais, on est sur une barre, en fait, on est en koala. Et je me rappelle qu'André doit choisir qui va, mais il y avait 3 gars, 3 filles, il fallait juste tirer une fille. Il a dit, on enlève Audrey, Déborah, tu vas. Mais j'ai dit, mais c'est sûr, on ne gagne pas avec moi, qu'est-ce que vous faites? Je ne suis même pas capable de me tenir, je suis faible des bras. Moi, j'avais toujours dit que j'étais faible des bras. Puis finalement, je me suis découverte parce que j'ai tenu 25 minutes sur la barre en koala. J'étais comme, waouh, tu sais, j'étais à la fin avec Marie-Lou et Florent, je me trouvais comme exceptionnelle parce que je me suis dit, on n'a pas le même âge non plus, tu sais. C'est sûr, André, tu sais, on dit toujours l'âge avec André, mais tu sais, je vois Marie-Lou, Florence, c'est quand même une athlète olympique, tu sais, elle a essayé de faire les Jeux olympiques. Marie-Lou, tu sais, elle est toute petite et super bonne, donc je me disais, ouais, je devrais me faire plus confiance. Et à partir de là, j'ai commencé à me faire confiance. Donc le lendemain, le jeu avec les sacs, où j'ai la misère du monde à tenir, qu'on était juste nous 3, puis que de l'autre côté, ils étaient 4. Mais là, les autres sont venus me voir, ils m'ont dit, Deb, t'es vraiment bonne. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais bonne et qu'il fallait que je me fasse confiance parce que au début, la toute première partie, quand tu es en équipe, tu as peur de prendre la place de quelqu'un. Tu sais, si tu n'as pas confiance en toi, tu te dis, bon, ben, mettez-moi où vous pensez où je vais être bonne, mais tu ne dis pas, non, mettez-moi là, je pense que ça va aller. Tu ne prends pas le devant. Tu laisses les autres un peu prendre la décision, les leaders, on va dire. Et comme je n'avais pas trop confiance, j'avais peur qu'ils me mettent à une place ou que je décide de me mettre à une place, mais que je fasse perdre l'équipe. Donc, moi, je me laissais un peu aller dans le courant de la vague. Et quand ça s'est arrivé, là, ça a été terminé. Là, j'ai commencé à prendre des décisions. Là, j'ai dit, moi, je fais ça. Là, je vais faire ça. Là, j'ai commencé à prendre un peu plus la parole et un peu plus mettre mon pied à terre et voir dans quoi je me trouvais bonne et dans quoi je savais que j'allais persévérer. Puis moi, j'ai adoré les épreuves individuelles parce que tu ne dépends de personne. Tu n'as pas le stress de te dire je vais faire perdre mon équipe. Si tu perds pour toi. Donc, tu te donnes tellement, c'est un mental. Tu sais, les portes, tu sais, avec les jambes ouvertes sur les espèces de petites marchettes, là. Et j'avais tellement mal, mais dans ma tête, tu sais, je me tenais puis je me disais c'est passager, c'est passager, c'est passager. Tu as mal, mais dès que tu vas tomber, là, tu n'auras plus mal. Tiens. Et souvent, je me répétais ça dans ma tête. Souvent, je me le disais que c'était passager. Donc, ça m'a aidé beaucoup.
Je me disais la même chose quand j'ai accouché. C'est passager, c'est passager. C'est juste passager, après ça va aller. Ça va passer. Ben, c'est des bons trucs que vous me donnez d'un coup. Ben, j'ai peu de chance que j'accouche, là, mais d'un coup, j'ai des épreuves, je vais me répéter ça. J'ai 2 autres petites questions, puis après ça, je passerai au côté peut-être plus de l'après-Survivor. Ouais. Excuse-moi, tu vois, ma feuille a été chiffonnée parce que je voulais l'imprimer, puis en tout cas, bref. Il y a un membre de l'équipe qui m'a demandé de te demander, Déborah, ta récompense préférée, qu'est-ce que tu aurais aimé le mieux entre les Brownies ou Patrice? Oh. Patrice, sans hésiter. Est-ce qu'il le sait, ça? Ah oui, moi je lui ai dit. Dernière journée, on est à la villa du jury. Pat vient nous voir et il nous fait un speech avant qu'on aille au conseil final et il vient vraiment pour nous dire, et ça j'ai trouvé ça vraiment bon parce que c'est ça qui m'a fait prendre la bonne décision. Il a dit, vous savez que quand vous allez voter pour la personne finale, ça s'ajoute à votre CV de Survivor. Même si c'est terminé pour vous, ça s'ajoute quand même à votre CV. Puis, dites-vous que ça va vous suivre et que quand vous allez vous voir à la télé, allez-y vraiment avec la personne que vous pensez qu'il mérite le plus. Essayez de mettre de côté la rancune. Tu sais, il a commencé à faire un bon speech qui nous a fait quand même prendre conscience que il ne faut pas voter sur un code tête puis qu'il faut bien réfléchir à ton vote que tu fais parce que tu vas quand même élire la personne qui va représenter Survivor la saison 2. Ouais. Donc, puis, je ne sais pas comment c'est arrivé. Et il y a quelqu'un qui a lancé quelque chose, je pense que c'est Nabil, qui a raconté une anecdote, et c'est là que Pat l'a su, et je lui ai dit, parce qu'à un moment donné, on est à un conseil de tribu, puis quand on arrive, on est sur le côté, on attend avec nos flambeaux, et on nous donne le go pour avancer, pour aller s'asseoir, pour aller rejoindre Pat. Et là, on était avec les flambeaux, mais ils nous avaient fait comme... Je pense même pas qu'on était tournés avec les flambeaux, on les voyait. Et là, il y avait un problème de micro. Donc, Pat a dû ouvrir sa chemise, la déboutonner ou la lever pour ajuster son micro. Moi, j'étais là. Pat est en chest! J'étais là, Pat est en chest! Et j'étais complètement parée, mais en plus, j'ai un micro, donc tout le monde m'a entendu. Donc, toute la production l'a su. J'étais comme. Pat est en chest, je l'ai vu en chest. Oh my God, c'est une belle journée. Mais là, je faisais encore rire le monde. Donc là, Ghislain riait. C'est Cass qui me dit, Deb, t'es vraiment enfant. Je dis, oh non, mon Dieu, ça fait ma journée. J'ai dit, vous pouvez m'éliminer. Moi, je suis contente, j'ai vu Pat en chest. C'est tout des petites jokes comme ça que je faisais, mais que je pense quand même. Parce que je trouve que c'est une personne tellement bienveillante. Pat, j'ai appris à le découvrir. J'ai jamais eu, on va dire, un kick sur Pat. Tu sais, je l'ai vu animer Sucré-Salé, je l'ai vu l'année passée animer Survivor. Jamais je me suis dit, oh, c'est un gars qui est vraiment cute. Tu sais. Non, c'est en le découvrant là-bas. Pat est vraiment une personne bienveillante, sensible. Il vient prendre soin de nous. Tu sais, il ne peut pas trop nous parler, mais si, exemple, il arrive quelque chose, un malaise, comme moi, à un moment donné, après les grilles, je n'étais pas bien, j'ai eu la tête qui tournait, j'ai perdu connaissance un peu, Ghislain aussi, Marie-Lou. Tu sais, il vient te voir, il dit, est-ce que ça va? T'es correct maintenant? Prends soin de toi, tu sais. Ou avant d'aller faire une épreuve, une récompense, il va dire, profitez-en, vous la méritez, vous avez travaillé dur pour le faire. Exemple, tu sais, on a des parasols, tu sais, parce que parfois, il fait tellement chaud, on est en plein soleil et qu'on doit attendre longtemps parce qu'il y a un problème avec une caméra ou quoi. Ils viennent nous mettre des parasols en dessous de nous pour qu'on n'ait pas trop chaud, qu'on ne tape pas d'insolation. Mais s'il y a un parasol qui vient en dessous de Pat, il dit, non, 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 non. Il dit pas moi, les joueurs. Il dit, moi, là, je soupe tous les soirs, je suis à l'air climatisé, moi, je veux rien savoir. Tu sais, il est très empathique. Ouais. Tu sais, vraiment, c'est ça qui m'a fait que plus on a avancé dans l'aventure, je me suis dit, c'est tellement une bonne personne. Finalement, Pat, c'est son fond, c'est sa personnalité qui est venue me chercher. Puis, c'est ça. Donc, cette anecdote-là a été racontée quand elle est venue à la villa. Et je l'ai dit, j'ai dit, ben oui, Pat, je te l'avoue. Je dis, t'es de mon goût. Moi, franchement, si t'étais pas marié, 2 enfants, let's go. Et voilà. Donc, il l'a su, il le sait. Donc, il y a des jokes qui tournent avec ça. Dont le câlin que je lui ai demandé de faire et que sa blonde et ses enfants étaient là pour la première journée dans la tente. Bah, dis donc, c'est quoi ça? Ouais, moi non plus, j'ai pas. Vous l'avez pas entendu? Pat l'a raconté à Rouge FM. J'étais le défi de boue où j'ai demandé un câlin, que j'étais remplie de boue, puis j'ai dit à Pat, ben vas-y, est-ce que tu es prêt à me faire un câlin? Et que, tu sais, il hésitait, puis que tout le monde a dit, let's go, vas-y. Donc là, il est venu me câliner, puis moi, je me frottais contre lui. Ben, cette journée-là, c'est la première journée où sa blonde a atterri.
Elle était dans l'attente pour le premier défi qu'elle voyait avec ses enfants. Et elle, qu'est-ce qu'elle a vu comme image? C'est la petite Belge qui a demandé de faire un câlin à son oncle. C'était comme... C'était bien tombé la journée. J'étais comme, OK. Quand il a raconté ça, j'ai fait comme... Ça, cette fois-là, tu étais la Virginie. Ouais, c'est vrai, c'est la Virginie. Elle a failli dire fais gaffe à ta gueule, mais elle ne pouvait pas parler. Donc, mais je suis sûre qu'elle l'a dit tout bas et qu'elle a voulu aller casser des pots de fleurs quelque part. Ouais. Fais attention à tes pots de fleurs, d'après moi, là, c'est le karma qui va se venger sur toi. Ouais, ça va arriver chez moi. Attention, je ne vais pas dire où j'habite. Non. Puis là, j'ai su aussi que tu allais te faire un tatou spécial. Oui! Par rapport à Survivor. My God, non, là, je suis étonnée que tu saches ça. Moi, je sais bien des affaires. Mon Dieu! Écoute, je suis tellement étonnée parce que c'est quelque chose qu'on a décidé quand on était sur Bayani, qu'on parlait, qu'on disait qu'on allait se faire un tatou en commun et tout, mais qui s'est concrétisé ici. Je m'en vais jeudi me faire tatouer, mais je m'en vais pas seule. Avec Je sais qui? pas si tu sais. Non, je sais pas. Je m'en vais avec Patrick. Non, c'est pas vrai. La face à Patrice. Avec un gros cœur, avec une flèche. Florence arrive lundi en Belgique. C'est bien cool. Ouais, donc on avait parlé de ça, puis j'avais invité, j'avais dit venez, quand je vais être en Belgique, venez, je vais vous faire visiter et tout. Marie-Lou et Florence étaient vraiment partantes, puis qui a vraiment pris, on dit la lettre au mot, ou le mot à la lettre, je ne sais plus comment on dit, là. Mais c'est Florence, donc Florence a pris un billet d'avion, puis elle arrive lundi le 12, donc ici dans quelques jours, dans 3 jours, et elle reste avec moi jusqu'au le 21, on reprend l'école le 22, donc moi je reviens le 21 au Québec, et on s'en va se faire tatouer jeudi ensemble. Donc, c'est ça. Florence va se faire le petit Bayani, le petit un signe de tribu Bayani qui était un dragon sur nos bœufs et sur notre pancarte et bannière. Et moi, je me fais quand même quelque chose d'un peu plus gros, mais vraiment très personnalisé. J'y vais avec quelque chose où il y a la terre avec un avion. Dessus, j'ai demandé qui est le symbole et qui est noix de coco. Je veux le i de Survivor avec le flambeau. J'aimerais avoir les 42 jours en bâton, mais 40 jours barrés, qui restent juste 2 bâtons pour dire que j'ai fait 40 jours sur 42. La date du 14 du 2 2024 où je suis rentrée les pieds, pas aux Philippines, mais les pieds sur le tapis face à Pat pour faire notre première épreuve. Donc, tout un tatouage avec beaucoup de signification pour moi, dont un petit koala, puisque le petit koala a été on va dire, mon élément déclencheur d'épreuve qui a fait que je me suis dit, mais je suis capable. Prends les devants, Deb. T'es bonne finalement. Tu fais pas assez confiance en toi. Let's go. C'est comme ça que tu vas réussir. Et j'ai bien fait de m'écouter. C'est ça qui a fait que j'ai plus brillé. Donc, c'est sûr qu'il y a un petit koala qui va se retrouver quelque part. Mais bon, c'est vraiment hot. Puis j'imagine qu'il va prendre quand même de la place. Puis ma suggestion, c'est là, je mettrais le koala, mais que Pat, il ait la face à Pat. Ça le koala. C'est subtilement, là, juste un trait de physique de Pat. Là. Mais c'est vrai que je pense à ça. J'ai plein de petites choses qui... Tu sais, il y a la lune, il y a les étoiles, parce que, tu sais, la lune était significative. Mais c'est vrai que j'aurais pu mettre quelque chose de significatif avec Pat, parce que ça a été significatif. C'est à ce moment-là que j'ai su que c'est quelqu'un vraiment de très bien, puis que... Hein, bon, peut-être qu'en arrivant jeudi, je lui demanderai de me rajouter un petit P pour Pat Bélanger, PB... Ouais. Tout caché quelque part sur une fesse gauche, non? Là, ton retour s'est fait plus brutalement un peu. Puis Alison entre en jeu justement là-dessus. Alison, je peux te laisser aller avec... On va essayer de faire un petit scénario un peu là, de toi, ton retour. Là. Fait que là, tu es dans une auto, j'imagine, tu retournes vers la maison. Comment tu apprends que tu perds ton emploi? Je l'apprends quand je dis à la personne qui est venue me chercher, ah mon Dieu, je dis dimanche, c'est la première de Survivor. Lundi, il y a une quotidienne parce que c'était lundi de Pâques. Et mardi, je suis en classe. Mes élèves vont me voir à la télé avant de me voir moi. Je fais, c'est malade. Puis je dis, ils vont être énervés. Puis j'étais comme surexcitée parce que quand tu sors de l'avion, que tu viens de passer cette aventure-là incroyable, puis que tu retrouves ton monde, tu as une excitation incroyable, mais tu ne peux rien dire. Donc,
c'est fou, tu sais, l'adrénaline que tu as encore en toi. Puis je suis énervée, puis je lui dis que j'ai hâte d'être à l'école, que je me demande comment je vais être accueillie parce qu'ils vont me voir à la télé dimanche. Ça commence dimanche. Donc, tu sais, je me faisais des scénarios de malades qui se sont jamais passés. Tu sais, je me disais, je vais arriver à l'école, mes collègues auront fait des bannières avec les élèves pour bienvenue, bon retour, ou tu sais, je sais pas, j'imaginais, tu sais, dans la salle du personnel et tout. Il y avait des affaires parce que mes collègues et mes élèves ont quand même fait des choses parce que eux étaient pour ça, bien sûr. Ils voulaient vraiment que je revienne. Et heureusement que j'étais assise. Je la vois, sa tête, elle fait je sais pas comment te dire ça. Je fais comme, qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé un problème. Et elle me dit, mais en fait, tu as été licenciée. Et j'ai su ça comme ça. Là, je ne parlais plus. J'étais dans la voiture. Ça m'a fait descendre de mon nuage assez rapidement. J'étais sans mots. J'avais tellement d'émotions différentes à l'intérieur de moi que je me disais, est-ce que c'est possible de ressentir toutes ces émotions en même temps? C'est le fait, l'excitation d'être revenue, le fait de la joie de savoir, moi, au fond de moi, que je me suis rendue top 5, que j'ai fait 40 jours sur 42, que j'ai une super belle aventure, avec la tristesse de me dire, je ne reverrai pas mes élèves, avec la frustration sur le centre de service scolaire de me dire, ils m'ont licencié. Ils l'ont fait, ils se sont rendus au bout avec la colère que j'avais à l'intérieur de moi. J'avais envie d'exploser, j'avais envie de crier. C'était comme un feu d'artifice. Cette personne-là, c'était une personne proche de toi qui l'avait su par l'entremise de... Non, comment ça s'est passé, c'est que Véronique, en fait, qui est venue me chercher, c'est ma colocataire. Mon amie, alors, en même temps, on est ensemble dans la même maison. Puis elle a reçu du courrier recommandé à mon nom. Et là, elle s'est dit, mais je suis obligée d'ouvrir, c'est du courrier recommandé. De toute façon, moi, je lui avais dit, ouvre mon courrier, tu sais, s'il y a des décisions à prendre, prends-les pour moi parce qu'on n'a pas de contact, on n'a rien. Donc, elle dit, je vais ouvrir. Et dans le courrier recommandé, il était noté que je ne m'étais pas présentée à l'école au-delà de 10 jours, puis qu'ils ne savaient pas où j'étais, puis qu'il y allait avoir des mesures qui allaient être prises et que j'allais être licenciée. OK. Donc, elle, quand elle a vu ça, elle s'est dit, mais qu'est-ce que c'est de ça? Donc là, elle a commencé à appeler à l'école pour avoir discussion avec ma direction. Elle voulait justement que ça n'arrive pas. Donc, elle a été comme dans un tourbillon pendant que je n'étais pas là. Donc, il se passait des choses, en fait, pendant que je n'étais pas là. Des décisions ont été prises pendant que je n'étais pas là. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'après tout ça, parce qu'ils auraient pu tout simplement dire, elle est licenciée, puis on ne fait rien d'autre. Ils ont été à un conseil d'administration, je pense que c'est ça qu'on appelle, le conseil qui se fait le mardi au centre de service scolaire, un mardi du mois, avec une personne qui représente les parents, une personne qui représente un enseignant, une personne qui représente quelqu'un du service de garde, c'est une direction et tout. Ils sont là et... C'est le conseil d'établissement que ça s'appelle. Ah, c'est ça. Non, je pense que c'est administration parce que établissement, peut-être. Mais soit c'était ce conseil-là. Puis là, ils ont dû parler de mon cas. Et là, ils ont dû passer au vote. Au vote qui a été, on va dire, dit en huis clos, je pense, c'est caché, que personne ne sait. Puis là-dedans, il y avait un papa d'élève. Moi, j'ai eu son enfant l'année passée à l'école. Puis il m'adore. Il sait quelle enseignante extraordinaire je suis. Je ne me lance pas des fleurs, c'est ses mots. Puis lui, il a été là à l'avant de front pour expliquer que ça n'avait pas de bon sens, que lui trouvait que c'était quelque chose qu'il fallait utiliser mon expérience avec les enfants, que ça faisait partie des valeurs de l'école, l'engagement, le respect, le dépassement de soi, l'estime de soi. C'est même apprendre à perdre, c'est des choses que les élèves ne sont pas capables d'apprendre à perdre. Combien d'élèves, moi, jouent dans la classe, puis parfois pleurent parce qu'ils ont perdu un jeu ou pleurent dans la cour d'école parce qu'ils ont été éliminés. C'est gros, il faut leur apprendre à perdre. Puis j'utilise mon aventure là actuellement pour ça. Mais ces personnes, lui, il a été là en parlant de ça. Puis les 12 personnes ont dû voter. Puis il y a eu 7 personnes qui ont voté pour mon licenciement et 5 qui ont voté contre. Et ça a fait que ça s'est terminé là. Et j'ai reçu un autre courrier recommandé qui annonçait que j'étais licenciée dû à ce vote. J'ai été licenciée dû à 12 personnes, dont 7 ont décidé de mon sort. Dans un conseil d'établissement, oui. À ce moment-là, là, toi, tu avais deux choix. Soit tu te bats pour ta place ou soit tu te réorientes dans une nouvelle carrière. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as continué de te battre pour ce métier-là? Et ça a été long. Parce qu'au début, je ne voulais pas me battre. Ça a été... Oh, attends, je vais faire redémarrer. Parce qu'il voulait redémarrer mon ordinateur, c'est là que ça aurait coupé. Pas tout de suite, pas tout de suite.
ça a été long, j'ai réfléchi longuement parce que je suis passée par plein de sortes d'émotions. C'est comme quand tu dis, quand tu vis un deuil, tu dois passer par plusieurs phases du deuil. Mais j'avais cette impression-là, tu sais, je suis passée par la colère, par le déni, je suis passée par plein de choses. Puis je me disais, est-ce que je vais vraiment continuer à aller travailler pour un centre de service scolaire qui n'a même pas été capable de prendre cette expérience et de la faire, tu sais, comme briller et de prendre tout ce qui passe à la télé parce que j'ai tellement donné une belle image et combien de fois j'ai pas parlé de mon métier. Puis je sais que la production a un petit peu fait exprès de mettre les moments où je parle de l'école, les moments où je parle de mes élèves pour montrer à quel point j'y pensais, que j'étais là-bas, puis que j'avais à cœur, que je savais que quand j'allais revenir, je voulais faire quelque chose de gros. Et c'était un deuil de me dire, je vais retourner, mais je ne pourrai rien faire. J'avais tellement ça en tête de me dire, je vais l'utiliser, je vais faire des défis avec les élèves, je vais montrer des passages de l'aventure. Puis après, j'ai commencé à regarder les offres d'emploi. Je me suis dit, bon, je vais aller vers autre chose. C'est pas vrai que je vais être licenciée, puis recommencer au bas de l'échelle, recommencer dans une école que je ne connais pas, avec des parents où je vais devoir refaire ma place, avec des élèves. Et c'est difficile ces temps-ci de refaire sa place parce qu'on le sait que ça devient de plus en plus difficile le métier d'enseignant. Puis quand ta place elle est faite, c'est beaucoup plus facile. Tu sais, les élèves qui... Moi, j'étais en 3e année. Les élèves qui arrivent en 2e me connaissaient. Ils savent c'est qui Madame Déborah. Ils ont hâte de m'avoir. Donc, ça devient plus facile que quand tu arrives dans une nouvelle école, que tu dois refaire ton nom, quand tu es une suppléante, que tu dois... J'avais tellement pas le goût de ça. Ça faisait 12 ans que j'enseignais. Ça me tentait zéro de recommencer en bas de la liste. Donc, c'était ça. Je me suis dit, tant qu'à recommencer en bas de la liste, je vais aller faire quelque chose. Et j'avais regardé, et c'est n'importe quoi quand j'y pense maintenant, pour aller faire les chiens mirants. Ils cherchaient une éducatrice canine pour s'occuper des chiens. Je me disais que je vais être bien. Je dis, je vais m'occuper des chiens, je vais me lever le matin avec mon petit latte, je vais aller promener les pitous, je vais leur apprendre 2-3 tours, c'est ce que je pensais dans ma tête. Et puis, c'est sûr qu'après, le temps passe, puis je me dis, non, c'est pas possible. Puis là, je me suis dit, si ça fonctionne et que je récupère mon poste, je vais continuer. Mais si par contre, je me bats, mais que je ne récupère rien, puis que je repars en bas de la liste, je change de carrière. Je ne ferai pas ça. J'ai réfléchi, puis je me suis dit, c'est sûr que je ne veux pas recommencer tout en bas. Je n'ai pas envie de refaire de la suppléance. Je n'ai pas envie de... Donc, je me suis battue. Je me suis dit, pour l'instant, je vais me battre. Puis, on va voir ce que ça va donner, où ça va m'amener. Puis, à partir de là, je prendrai ma décision quand elle sera finale. Donc, c'est là que plusieurs choses s'est engendré. Donc là, je me suis battue. J'ai commencé à en parler de plus en plus. C'est passé à Patrick Lagacé. C'est toi, Alison, tu as parti une pétition qui a eu plus de 7000 ou 8000 signatures que j'ai même déposées au centre de service scolaire. À l'autre conseil d'établissement d'administration, je suis arrivée, puis on a déposé la pétition. Je leur ai donné en main propre. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Des parents qui ont manifesté, des parents qui ont envoyé des lettres. J'avais les parents qui écrivaient, puis ils mettaient... le directeur général de la commission scolaire, il mettait la directrice des ressources humaines, celle qui avait décidé de me licencier, puis ils ont mis un autre directeur qui était venu expliquer à l'école ma cause et qui s'est fait renvoyer par le personnel parce qu'il est arrivé, il devait répondre aux questions de mes collègues. Mes collègues avaient plein de questions parce qu'ils étaient inquiets. J'avais des collègues qui pleuraient et dans la salle du personnel, c'était l'anarchie. Le gars est arrivé, ils ont commencé à poser des questions. Il n'a pas voulu répondre aux questions. Il y a des gens qui se sont mis à pleurer, il y a des gens qui se sont énervés, il y a des gens qui ont quitté la salle. Lui, il est retourné au centre de service scolaire. Il a dit, là, ce que vous faites, c'est une grosse erreur. Parce que ça va causer une bombe. Puis et ça s'est passé avant que je revienne. Donc, lui, il a dit, quand elle va revenir, ça va être pire. Mon syndicat a dit la même chose. Il dit, attendez, quand elle revienne, vous ne savez pas encore où elle se rend dans... l'aventure, si elle gagne et si même elle se rend loin, qu'il y a une belle image, pourquoi on va se faire passer, nous? Donc, ils ont quand même réfléchi. Ça a été quand même long. Puis, les lettres des parents ont fait vraiment beaucoup. Ils ont tellement reçu de lettres de mécontentement, de lettres de parents, même des parents que j'ai eus, que leurs enfants sont rendus au secondaire, ont écrit. Puis,
parents que je n'ai même pas encore eu, que leur enfant est en première année, deuxième année, qui doit monter en troisième, m'ont écrit pour dire j'attends mon enfant, le plus grand a déjà eu Madame Déborah, je veux que mon plus petit ait Madame Déborah. Ça a fait comme un effet. Mes collègues ont écrit, il y a des collègues qui ont écrit en étant, tu sais, comme anonymes, juste pour pas se causer d'ennui, mais ils ont quand même écrit. Après, comme ça faisait rien, on a envoyé des lettres au ministre de l'Éducation. On s'est rendu plus loin. Après, on a donné rendez-vous à un autre conseil d'administration où on était 40. Le journal de Saint-Hyacinthe était là. On est rentré, ils n'étaient pas prêts, ils le savaient pourtant, on avait une vingtaine de questions à leur poser. Ils savaient qu'on allait être là, mais ils n'étaient pas prêts du tout. Ils ont dû tout aménager, retirer des tables, mettre des chaises. Ils ont mis des personnes dans une autre salle avec une, tu sais, la vidéoconférence pour qu'on suive comme à distance, mais la salle est juste à côté. Donc, ça a été très gros pendant 2 mois. À un moment donné, moi, j'étais dans des montagnes russes. Moi, je suis revenue, ça a terni mon après-Survivor. Moi qui étais heureuse de vivre ça, c'est venu tout ternir. Moi, j'avais envie de vivre mon aventure convenablement. J'avais envie de la savourer avec mon monde. J'avais envie de la savourer avec mes élèves, mes collègues, en parler à la salle du personnel. Puis, il n'y a personne qui osait en parler. Tout le monde était dans les corridors comme des fantômes. Ils me croisaient, oui, ils me parlaient du beau temps et de la pluie. Et j'avais 2-3 collègues proches de moi qui venaient m'en parler dans ma classe parce qu'ils suivaient, qu'ils adoraient. Mais sinon, la salle du personnel, c'est à peine si on osait ouvrir la bouche sur ce sujet-là. Donc, j'ai trouvé ça triste parce que moi, j'attendais ça. Quand tu fais une aventure comme celle-là, tu t'attends à en parler, tu t'attends à pouvoir la vivre une deuxième fois. Et c'est ça que je trouvais triste parce que moi, quand j'ai terminé Survivor, ben, j'ai plus parlé de mon licenciement et de ma situation au travail que de mon aventure. Donc, moi, ça, c'est venu vraiment me chercher. J'avais besoin d'avoir mes moments Survivor. Donc, le dimanche, tous les dimanches, on était réunis dans une salle, des parents, des amis, et on regardait Survivor sur écran géant. Pendant les pauses, je coupais le son, je donnais mes petites anecdotes, mes petites choses qu'on n'avait pas vues. Puis on revenait, ça me faisait un bien fou. Donc, j'avais vraiment besoin de ça. Puis, bien sûr, entre deux, ben, après une semaine que je suis revenue, ils m'ont réengagée après m'avoir virée. Mais ils m'ont réengagée comment? Ça avait l'air ridicule. J'y pense encore, tout le monde me dit que c'est ridicule. Ils m'ont appelé. Ils m'ont demandé si j'étais intéressée à travailler encore pour eux. Donc, mon syndicat, il m'a dit, dis oui, parce que si tu dis non, comment veux-tu récupérer ton poste? On dit oui. Donc, je dis oui, je suis intéressée à travailler pour vous. Parfait, vous devez nous envoyer votre lettre de motivation pour... Pardon, tu viens de me licencier, puis tu me demandes de t'envoyer une lettre de motivation. Tu veux savoir si je suis motivée à aller travailler dans mon école ou une autre école. C'est se foutre de moi. Moi qui suis très... je pompe de l'intérieur. Tu sais, j'essaie. Je suis restée très calme. Je me suis dit, oui, c'est bon. J'ai pas fait une grosse lettre. J'ai juste écrit « Bonjour, je vous informe que je suis intéressée à travailler pour votre centre de service scolaire. Merci, bonne journée. » C'est tout ce que j'ai fait. Je me suis dit, c'est pas vrai que je vais pondre une lettre de motivation et que je vais écrire, tu sais, tout ce que j'ai fait dans ma vie. Mais toutes les démarches que tu as faites pour revenir dans ta classe, ça, c'est de la motivation à enseigner. Oui, oui, mais c'est incroyable. Mais ils voient pas ça, eux. T'as été vraiment bonne parce qu'à ce moment-là, honnêtement, si t'as pas de recul, moi, j'en vois. Tu devais avoir le goût de des envoyer chier, littéralement. De tout laisser tomber, là. C'est sûr, j'avais le goût de les envoyer chier, mais aussi le fait que j'ai refait mes études, parce que ça, je ne sais pas si vous le savez, mais j'étais en Belgique, j'étais enseignante en Belgique. Quand j'ai décidé de venir vivre au Québec, il n'y a rien qui était reconnu. J'ai dû recommencer mes 4 ans d'université. Donc, tu sais, me dire, j'ai le droit de me battre, ben, je vais me battre avant de laisser tomber pour devoir faire autre chose que j'ai refait presque, je pourrais être pédiatre. J'ai fait 3 ans en Belgique, 4 ans ici, puis tu sais, c'est une maîtrise. Donc, c'est ça que je me suis dit. Donc là, après ça, moi, j'attends là, elle m'envoie un courriel. Nous avons bien reçu. Là, elle m'écrit comme quelque chose pour dire que ils vont me dire ce qu'il y a de disponible. Donc, moi, j'attends. À un moment donné, elle m'appelle, elle me dit, Madame de Brécolère, on voulait savoir si vous avez reçu notre courriel. Je dis, ben oui, mais j'attends. On m'a dit d'attendre. Elle dit, ben on a envoyé le courriel, c'est à vous de prendre contact avec nous.
Elle raccroche, j'appelle les ressources humaines. Je fais oui, bonjour Déborah, je vous envoie un courriel pour vous dire que j'étais intéressée à travailler pour vous. Je voulais savoir s'il y a quelque chose là actuellement. J'avais reçu un... Ah oui, attendez, je regarde. Là, elle pianote. Elle fait comme si tu sais un peu sur son ordinateur, là, parce que je sais très bien c'est quoi qu'elle va me donner, mais il faut bien faire semblant d'être dans l'administration. Là, elle dit alors, dis-moi, tu es disponible à partir de quand? Maintenant. Après, elle me dit est-ce que tu veux un temps plein ou un temps partiel? Temps plein. Est-ce que tu es intéressé par une école en particulier? Si possible, Saint-Thomas d'Aquin. Attends, je regarde. Elle pianote. Elle dit ah, j'ai quelque chose à te proposer. Et là, dans ma tête, je me dis ils se foutent de ma gueule. Donc là, je resterai calme, je piétine, j'ai une balle anti-stress dans les mains parce que je me dis je vais casser la gueule à quelqu'un. Fais gaffe à ta gueule, la fille au bout du téléphone. C'est ça que Et là, elle me dit j'ai quelque chose à partir de lundi. Moi, je me dis lundi, mais on est mercredi, pourquoi je ne peux pas commencer comme demain? Donc là, je me dis, c'est pas, il ne me propose même pas ma classe. Je me dis, il me propose autre chose. Parce que, tu sais, il me propose quelque chose lundi. Ça ne peut pas être ma classe, il n'y a personne dans ma classe. Donc là, je lui dis, mais c'est quoi lundi? Je dis, c'est dans quelle classe? Elle dit, attends, je regarde, c'est une 3e année. Je fais, c'est ma classe. Oui, c'est ta classe. OK, je me remplace. Oui. Je l'ai accepté, j'ai raccroché. Là, j'appelle ma direction. J'ai dit, comment ça, je commence lundi, je ne commence pas jeudi? Pourquoi je ne commence pas demain avec mes élèves? C'est ma classe, pourquoi? Elle dit, parce que la personne qui te remplace, je l'ai pris à la semaine, donc je l'ai pris pour toute la semaine. J'écris à la personne, parce que la personne, c'est moi qui l'ai trouvée. C'est moi qui me suis démerdée pour trouver une personne. Donc là, j'écris à la personne, j'ai dit, va voir la directrice, dis-lui que tu n'es plus disponible, faites quoi, mais je commence demain. Elle est partie voir la directrice, elle dit, moi, je ne suis plus disponible. La directrice m'a appelé, elle dit, tu peux commencer demain. Parce que c'est ça, avant de partir, tu l'as dit un peu, tu es parti sur un coup de tête, tu as fait les entrevues, tu ne pensais pas que ça allait fonctionner. Là, on t'appelle, on te dit que ça fonctionne, tu t'en vas, là, tu te dis, OK, mais tu t'en vas, mais tu restes quand même l'enseignante dévouée qui veut que ses élèves aient quelqu'un qui va continuer à faire le bout de chemin qu'ils ont à faire jusqu'à la fin de l'année. Tu as trouvé toi-même une suppléante pour ta classe, là. Oui, j'ai tout fait parce que ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais à la dernière audition, je me suis dit, bon, là, c'est la dernière audition. S'il m'appelle pour me dire que je suis prise, il faut que je trouve une solution. Donc, ma directrice était au courant. Ma directrice, elle trouvait ça malade. Elle adore Survivor. Puis, tu sais, elle trouvait ça beau. Elle trouvait que c'était l'expérience d'une vie et tout. Et c'est elle qui m'avait dit, le centre de service scolaire, ils ne veulent pas parce qu'ils disent qu'ils sont en pénurie, que tu vas prendre dans leur banque de suppléantes. Mais si tu prends quelqu'un d'autre qui n'est pas dans leur banque, c'est elle qui m'a donné l'idée. J'ai fait comme, quelle merveilleuse idée. Puis mon syndicat m'avait dit la même chose. Mon syndicat m'avait même donné le nom d'une personne en disant cette personne-là n'est pas dans la banque, elle ne fait que Saint-Thomas d'Aquin, cette personne-là. J'ai fait pourquoi pas? Soit. J'aborde la personne sans savoir si je suis prise. Je fais juste la voir, je lui dis écoute, ça se peut que j'ai à m'absenter pendant 2 mois. Ça se peut que c'est moins, mais le maximum c'est 2. Puis je dis, je voulais savoir si ça t'intéressait d'aller dans ma classe. Puis elle, je lui ai dit qu'est-ce que j'allais faire. Parce que je me suis dit, jamais elle va accepter. Elle va se dire, elle s'en va où pendant 2 mois? Elle pense vraiment, moi, je suis à la retraite, elle pense vraiment que je vais aller la remplacer pendant 2 mois. Donc, je lui ai dit, c'est l'expérience d'une vie. Je suis peut-être prise pour aller faire Survivor. Donc, je lui explique tout. Elle me dit, c'est malade. Elle dit, c'est sûr, c'est l'expérience d'une vie. Elle dit, juste pour ça, je vais accepter. Mais elle dit, comme je suis à la retraite, quand moi, je suis partie, j'étais à 4 jours semaine. Essaie de m'avoir quelqu'un d'autre pour pas que je fasse la semaine au complet. Et là, j'ai été voir la Coralie, qui est l'enseignante dans la classe de ma collègue de 3e année, qui fait le 20%. Mais elle ne fait rien d'autre parce qu'elle ne peut pas avoir un contrat, parce qu'elle a un 20%, elle est les pieds attachés à cause de ce 20%-là. Elle ne peut rien faire d'autre. Elle ne peut pas aller chercher une enseignante qui tombe malade et aller faire un 100%. Donc là, je lui ai demandé, elle m'a dit parfait. Moi, elle dit, je vais prendre les lundis et les mercredis. Et puis l'autre, elle dit, je vais prendre les mardis, les jeudis, les vendredis. J'ai fait parfait. Je dis à José, celle qui m'a remplacée à la retraite, j'ai dit, si je suis prise, je viendrai te voir, mais au moins, je sais que ça fonctionne. Et quand j'ai su que j'étais prise, là, j'ai tout mis en place. J'ai fait venir José dans ma classe. Et à chaque fois que je devais m'absenter, parce que j'ai dû m'absenter pour aller faire les vaccins pour Survivor, tu t'en vas faire des vaccins, tu t'en vas aux Philippines, tu as des rappels de vaccins, vaccins contre la rage, vaccins contre la typhoïde, la fièvre jaune, toutes des affaires ainsi. Donc, je m'absentais, donc j'avais dit, je vais en profiter, je vais la mettre elle dans ma classe pour que mes élèves créent déjà un lien avec elle.
Puis le lendemain, quand je revenais, je disais, ça a été comment avec Mme Josée, elle est gentille. Hein? Vous savez, Mme Josée, c'est une enseignante de 3e année. Et tu sais, j'en mettais, là, j'en beurrais épais pour que les élèves l'aiment. Et je donnais de la matière que mes élèves aiment. Je donnais des arts plastiques. Je donnais l'univers social que Josée adore et elle amène toujours du matériel, des grandes raquettes et tout, tu sais, vraiment pour venir chercher qu'ils aient. Puis quand elle est venue une autre fois, j'ai dit c'était Josée. Yes, Madame Josée. Là, j'ai fait comme, c'est parfait. Yes. C'est ce que je voulais. Je voulais qu'ils aient créé un lien avec elle et qu'ils aient le goût de la voir. Donc, je dis, quand moi je vais partir, j'ai fait une vidéo à mes élèves. Je l'avais mis sur mon ordinateur et j'avais dit à Josée, la journée où je ne suis plus là, le mercredi matin, tu peux leur montrer ça. Donc, parce que mardi, je n'étais plus là, mais elle a inventé que j'étais malade, puis c'est passé comme dans du beurre. Mais le mercredi, ça venait de s'annoncer sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai dit, tu leur montreras. Donc là, en écran géant, on me voit et j'explique à mes élèves que je pars, mais que je les amène avec moi. Et dans ma vidéo, je leur dis, hein, je prends vraiment chaque élève, je leur parle un peu individuellement, je leur dis que je les amène avec moi, que c'est eux qui vont me donner la force, que je vais être persévérante. Et je commence déjà à faire ce travail-là sur c'est quoi Survivor et quand je vais revenir, qu'est-ce qu'on va faire? Qui finalement, tout est tombé à l'eau. Mais c'est ça, j'avais tout préparé pour que ça soit comme numéro 1, le centre de service scolaire. Ils n'ont rien eu à faire. Je suis partie, ma suppléante est arrivée dans ma classe, elle a fait tout ce qu'elle avait à faire. La lettre a été envoyée aux parents. Moi, j'avais fait une vidéo à mes élèves. Avec Josée, on avait planifié ce qu'on faisait sur les 2 mois, mais je n'ai pas été jusqu'aux 2 mois. Tu sais, j'ai commencé avec elle, j'ai dit, je me suis rendue là, tu peux faire ça. En sciences, tu fais ça, ça et ça. Tu sais, je mettais les grosses lignes, mais elle savait où elle s'en allait. Puis ma collègue de 3e année, Nathalie, qui, elle, on travaille toujours ensemble, elles se suivaient, elles ont déjà travaillé ensemble auparavant, donc tout était mis en place pour que ça soit parfait. Donc, eux sont venus gâcher ça parce que mes élèves étaient bien. Puis quand mes élèves m'ont appris que je ne revenais pas, c'est là que ça a été la catastrophe. Ils se sont mis à pleurer, ils se sont mis à être difficiles, ils ont commencé à réagir. Donc, on l'a vu beaucoup là, dans la pétition sur les réseaux sociaux. Les parents ont vraiment été comme là derrière toi, là, en soutien de mon... Moi, j'en ai là, des commentaires que j'ai relevés de la pétition là, de ma fille est revenue en pleurant, sachant que Mme Déborah ne revenait pas. Franchement, on ne peut pas y faire ça. Fait que tu sais, c'est vraiment comme on le voit du début à la fin. Toi, tu as voulu t'écouter, puis tu as même écouté tes valeurs jusqu'au bout à dire je vais accepter quelque chose qui, personnellement, je ne l'accepterai peut-être pas professionnellement, mais je vais le faire pour mes élèves, pour leur montrer que la persévérance, qu'on peut échouer, puis qu'on peut continuer à se battre, puis à gagner malgré tout. Là. C'est quoi, c'est quoi le geste de soutien qui t'a le plus comme fait du bien? Le geste de soutien qui m'a fait le plus du bien, je pense que ce sont les messages que je recevais en privé des parents, mais de purs inconnus, pour me soutenir et me dire qu'ils étaient derrière moi. Parce que parfois, tu sais, quand tu es dans une bulle comme ça, où tu dois te battre, parfois tu te dis, est-ce que je fais la bonne chose? Puis, Patrice Lagacé, quand il a parlé, il disait, il y a 80% du monde qui sont d'accord avec toi, Déborah, mais il y en a 20 non. C'est sûr, il y a toujours du monde qui ne sont pas d'accord avec les enseignants, qui trouvent que les enseignants ont 2 mois de vacances, qui se la coulent 12, puis on les connaît, ces personnes-là. Ces personnes-là, je les dis toujours, venez dans ma classe, on verra. T'sais. Mais à côté, des gens qui sont venus m'écrire pour me dire, je te soutiens. Il y a même une dame, à un moment donné, qui est venue m'écrire pour me dire, moi, je sais c'est quoi, j'ai quand même travaillé avec des avocats, s'il faut, je vais t'aider. Elle me donnait des affaires, elle m'envoyait des liens et tout pour que ça pousse plus loin. J'ai une dame aussi qui a pris à cœur ce que j'ai vécu. Et cette dame-là a pris contact avec quelqu'un qui est en lien avec moi. Et on s'est mis en contact ensemble. On a fait un FaceTime et elle m'a tout dit, tout ce que je devais faire, le grief que je devais déposer, qu'est-ce que je devais demander, qu'est-ce que je devais dire. C'est tout l'aide que j'ai reçu comme gratuitement, finalement. Tous les gens qui sont comme, se sont amassés. Mais où j'ai eu beaucoup d'émotions, c'est ça, oui. Mais le jour où on devait aller au conseil d'établissement, puis que je suis arrivée, puis moi, je suis arrivée, c'était à 7h30, je pense que je suis arrivée à 7h25, il y avait une foule. Puis quand je suis arrivée, les gens ont applaudi, ont crié, j'avais les larmes aux yeux, j'avais juste le goût de pleurer. Et c'est en voyant ça, je me suis dit, je fais la bonne affaire. Mm-hmm. C'est ça qui m'a comme consolidée dans ce que j'étais en train de faire en me disant, je ne fais pas une erreur. Oui, je suis dans ma classe en train de me remplacer, je suis la propre remplaçante de moi-même. Il y a
oui, des choses qui viennent avec ça, qui font que je n'accepte pas, mais je me bats pour les bonnes choses. Tu sais, encore maintenant, parfois, je me dis, c'est moi, je ne suis pas payée, là. Habituellement, quand j'ai un poste, je suis payée l'été, moi. Je suis payée l'été parce que, comme on le sait, tout de septembre jusqu'à juin, ta paye, ils enlèvent une partie de ta paye pour pouvoir te payer en juillet, août. Mais là, je me dis, moi, j'ai fait septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Et j'ai de l'argent qui a été retiré de ça. Il est où? Pourquoi je n'ai pas été payée en juillet, août de ce qui a été retiré? Mais comme je n'ai pas fait février, mars, ça, je comprends. Puis mai, juin, j'étais à contrat. Ouais, Donc, j'ai une plus grosse paye à la fin de l'année, comme d'habitude. Mais ça fait que moi, je me retrouve, ça fait plusieurs années que je sais que je vis bien parce que je suis payée l'été. Cette année-ci, je ne suis pas payée l'été, donc je dois faire un peu attention. J'ai de la chance quand même d'avoir mis de l'argent de côté, puis d'être une personne saine d'esprit, puis qui fait attention. Mais ça arriverait à quelqu'un d'autre, ça pourrait être, tu sais... Oui, ça aurait pu te mettre dans le trou vraiment beaucoup. On le sait, là, quand on enseigne avec notre cœur parce que notre métier, c'est vraiment ça, c'est de donner un peu de soi à chacun de ses élèves pour qu'il trouve lui aussi un métier qui lui permet d'être bien puis de donner de lui-même à tous les jours de sa vie. Fait que, est-ce que tu as réussi finalement à avoir ce message-là que tu vas pouvoir transmettre comme il faut dans ton école cette année? Oui, j'ai réussi quand même parce que j'ai réussi. On a déposé quand tu parles de message, c'est par rapport à que je me suis battue puis que je récupère ce que je veux. Quand j'ai déposé le grief avec le syndicat, quand on dépose un grief, le centre de service scolaire, ils ont le droit de me faire une proposition pour annuler le grief, pour ne pas devoir aller en arbitrage. Donc, je me suis retrouvée au centre de service scolaire. Ils m'ont fait une proposition. J'ai réfléchi. J'ai fait une contre-offre, on va dire, pour voir, tu sais, si je pouvais avoir un petit peu plus pour me sécuriser comme je voulais. Ils n'ont pas accepté la contre-offre, mais j'ai quand même accepté ce qu'ils m'ont proposé parce que ça me sécurise quand même plus parce que je m'en vais vers mon métier, continuer ce que j'aime, que si j'avais refusé, oui, j'aurais été en grief, mais si c'était arrivé que je venais à perte, je perdais tout. Puis là, je recommençais au bas de la liste et là, j'aurais été déçue d'avoir comme pas pris cette offre-là. Tu sais, Marc-Antoine, c'est comme le jeu des valises, là. On fait des choix, puis à un moment donné, tu as une valise, puis on te fait un choix, puis tu te dis, qu'est-ce que je fais? J'ai encore le 100 000 qui est là, mais on me fait un choix que j'ai pu... Mais c'est la même chose. As-tu écouté mon épisode? C'est pour ça que tu dis ça? Je sais que tu es passé aux valises. Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est ça. C'est un peu ce choix-là. Là. C'est long quand faut que tu mijotes à ça. Mais toi, c'est pas nécessairement... Toi, c'est même pas juste une valise. C'est un choix d'une vie. Là. C'est ça. C'est encore... C'est un level... Ouais, c'est quelque chose de supplémentaire. Donc, ce qui a fait, c'est que finalement, j'ai accepté ça. Je me retrouve que l'année prochaine, j'enseigne dans mon école à Saint-Thomas-d'Aquin. Donc, je suis heureuse pour ça. J'ai encore des parents ici. J'ai encore eu une maman qui m'a écrit avant-hier, qui m'écrit, me dit bonjour Madame Déborah, je croise les doigts, j'espère de tout cœur vous revoir à Saint-Thomas-d'Aquin et tout. Donc, je lui ai fait un petit message vocal et je lui ai expliqué que oui, j'étais de retour, mais que je n'aurais pas son garçon parce que je ne suis pas en 3e année, parce que les parents vont me voir de retour, vont penser que je suis en 3e parce que c'est mon niveau, mais je suis en 5e. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une enseignante de mon école qui a été s'asseoir sur ma chaise. Et moi, j'ai pris ce qui restait. Ouais. Ça a été le petit côté que, tu sais, tous les enseignants se battent puis veulent que je récupère mon poste. Tout le monde est derrière moi. Puis au moment des affectations, il y a quelqu'un qui va s'asseoir sur ma chaise. Donc, tout le monde est venu dans ma classe. Hein. Tous les enseignants sont venus après pour me dire, mais Déborah, t'as vu? Elle s'est assise sur ta chaise. Je fais, ben oui, mais que veux-tu? Elle veut une 3e année, elle l'a prise. Elle ne savait pas ce qui allait se passer avec moi. Elle a pris l'initiative de s'asseoir pour ne pas que ma 3e aurait pu se retrouver au bassin de mutation pour d'autres personnes. Donc, je la comprends, mais j'aurais aimé ça qu'elle vienne me le dire, à la place que je l'apprenne en voyant la liste. Mais c'est ça. Mais moi, je suis heureux. Je suis très heureux. Je suis à Saint-Thomas-d'Aquin. Je suis en 5e année. J'aime beaucoup les grands. Et en plus, l'année prochaine, cette année qui arrive, on a réussi dans mon école à faire voter que le thème de l'année soit Survivor. Donc, l'année prochaine, on fait une année complète Survivor. Donc, ça commence le 28 pour mes élèves. Ça va être malade. J'ai déjà commandé des bœufs. Je suis en contact là, avec une entreprise. Puis, chaque groupe va avoir sa petite couleur. C'est comme les premières années vont être jaunes, les deuxièmes d'une telle couleur, et ainsi de suite. Ils vont devoir se créer un nom de tribu.
au mois de septembre, il va y avoir un premier défi, ça va être faire sa bannière. Donc, on va les installer dehors avec des grandes pancartes. Ils vont devoir dessiner leur bannière en fonction de leur couleur, dessiner leur totem. S'ils ont choisi un serpent, ils vont devoir créer ça avec leur nom, on va accrocher ça dehors. On a déjà nos idées, on est déjà parti là-dessus. Patrice Bélanger va faire une vidéo pour la rentrée scolaire pour souhaiter la bienvenue aux élèves à Survivor Saint-Thomas d'Aquin. Donc, ça va être toute une belle année que j'ai hâte de faire vivre vraiment à mes élèves. Puis ça, je me suis posé la question longtemps. Je me suis dit, est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas? Est-ce que je fais briller l'école et en même temps le centre de service scolaire avec ce thème-là? Ou est-ce que je dis non puis que je laisse faire? Puis, j'ai réfléchi longtemps, puis je me suis dit, mets ta rancœur de côté pour le centre de service scolaire, puis vas-y avec tes élèves, les parents et les enseignants, tes collègues qui t'ont soutenu tout le long de cette mésaventure. Fais-le pour eux, ils vont être vraiment heureux, que tu sois de retour à Saint-Thomas d'Aquin, mais qu'en plus le thème, c'est ça, donc je fais vivre ça à mes élèves. Puis j'ai même, au mois de juin, j'en ai déjà parlé à mes amis de saison 1, saison 2, de venir pour faire une animation et faire des petits jeux avec eux. Donc, ça va être vraiment très, très, très bien. Les élèves, c'est sûr que tu ne le regretteras pas parce que quand on fait quelque chose pour nous puis pour les bonnes raisons, on ne le regrette pas. Puis j'imagine que ça va avoir un effet positif aussi pour la suite, de si jamais il y a quelqu'un qui a une expérience d'une vie comme ça à vivre, une autre enseignante ou J'espère qu'ils vont l'utiliser puis qu'ils vont se dire on ne fera pas la même erreur une deuxième fois. J'espère bien. Parce que je me rappelle que autre chose, quand on était au conseil d'administration, les questions qu'on posait, à un moment donné, il y a eu la question à la fin qui était une enseignante qui dit donc là, si je comprends en fonction de ce que vous dites, parce que tout ce qu'ils ont dit à un moment donné, on avait l'air de comprendre que le vote avait été pour que je sois licenciée. Donc, une de mes collègues, elle lève la main, elle dit exemple, moi, l'année prochaine, je m'inscris puis je suis pris. Ça va encore passer en vote. Mais s'il y en a 7 qui votent contre, donc je ne serai pas licenciée, mais j'aurais fait le même que Déborah. C'est ça que vous me dites. Ils ont dit oui. Donc, en fait, ça va du cas pour cas. Donc, c'est du pour vous, n'importe quoi. Mais vraiment, mais moi, j'aime la morale que tu as dit avant, qu'au moins, pour vrai, moi, à ce temps, plus je vieillis, plus pas un rien, mais je me rends émotif. Tu parlais, puis j'avais les larmes aux yeux en me disant, non, mais j'ai tout le temps, tu sais, mes idoles, c'était tout le temps des joueurs de hockey qui donnaient tout. Puis ça me fait penser un peu à ça, tu sais, la détermination, quelqu'un qui fonce, quelqu'un qui croit en ses rêves et en ses buts. Puis autant, justement, on a parlé de ton parcours Survivor, qu'après ça, on a parlé de ton retour. Puis, crime, il a fallu que tu te battes à Survivor, puis t'as sorti de là pour au lieu de faire comme, hey, j'en profite, je m'assis pendant que les 19 autres candidats, c'était ça, tu sais, hey, on écoute, puis on profite, tu sais. Puis toi, t'as fait, Steve, faut que je continue à me battre, puis comme tu t'es battu, tu sais, jusqu'à encore là, puis faire comme, hey, là, ça va être le thème Survivor. Pour vrai, c'est inspirant. J'espère que ceux qui vont écouter ça, laisser des commentaires pour Déborah. Puis je suis sûr que d'un, tu vas donner des passions peut-être à du monde de devenir enseignant ou enseignante, de participer à Survivor ou de se dépasser dans un domaine. Tu sais, parce qu'on peut prendre ton exemple et dire, hey, moi, dans mon domaine, je veux être le meilleur. Puis même s'il y en a qui me mettent des bâtons dans les roues, mais c'est pas vrai que je vais me laisser avoir. Pour vrai, c'est un exemple de vie incroyable que tu viens de nous livrer juste là, dans l'heure et demie que tu nous as jasé. Moi, ça fait mijoter bien des affaires. Je suis à Alison aussi. Moi, je vais me rappeler. Ça va devenir mon expression au lieu de fais gaffe à ta gueule, ça va être pense à ton petit koala. Parce que c'est ça, pense à ton petit koala. Mais non, c'est ça. Tu sais, puis les élèves, combien de fois je leur ai dit, parce que mes élèves, quand je suis revenue, ils avaient un discours incroyable. Et je pense que c'est les paroles que les parents leur mettaient. Mais j'ai des élèves qui disaient, Mme Déborah, on dit de croire en nos rêves. Toi, tu as été vivre un rêve, tu reviens, puis finalement, c'est comme si on te disait que tu n'avais pas le droit d'y croire. J'en ai parlé avec eux. Je leur ai dit, parfois ça arrive. On n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie. Tu vas devoir te battre pour y arriver. Et c'est ce que je suis en train de faire. Regarde, aujourd'hui, je suis en classe avec toi. Donc, dis-toi que j'ai déjà réussi une petite partie en étant en classe avec toi. Donc, ils étaient, ah oui, c'est vrai, tu sais, mais c'est tout ça qu'on essaie de leur inculquer. C'est ça le métier d'enseignante aussi. Je trouve que comment dire ça, c'est comme des pièces de puzzle. Ça s'assemble bien. C'est ça, je trouve que ça s'assemble bien. Survivor peut être utilisé dans n'importe quelle sphère de la vie, je trouve. Puis,
en tant qu'enseignante, moi, je trouvais que je pouvais l'utiliser dans ma sphère d'enseignante, puis que je pouvais montrer aux élèves que tu avais le droit de persévérer, mais tu avais le droit aussi de tomber et de te relever encore plus forte, comme tu avais le droit de perte et d'être heureux pour les gagnants. Tu sais, toutes des petites valeurs que j'ai envie de leur apprendre et que je trouve que c'est difficile ces temps-ci. Donc, c'est ça. Mais vraiment, écoute, c'est un super beau mot de la fin. Pour vrai, merci d'avoir pris ce temps-là pour Alison et moi. Merci à Alison aussi, qui a été ma première co-animatrice. Moi, j'ai vraiment adoré ça. C'était vraiment cool. Puis autant de parler d'un sujet que j'adore, Survivor, puis d'un sujet que je connais peut-être moins, l'enseignement, puis tout l'envers de la médaille un peu de ça. T'sais, oui, ma blonde est prof, mais on parle pas nécessairement tout le temps de ça. Fait que là, d'avoir vos points de vue, c'est vraiment intéressant. Fait que je vous remercie toutes les deux d'avoir participé ce matin à cet échange-là. Merci à vous pour l'invitation. Merci d'avoir rendu ça possible à vous deux. Fait que moi, je vais continuer à faire briller le métier de l'enseignement, puis à t'encourager dans ton Patreon tout le temps, Marc-Antoine. Ben, merci beaucoup. Puis Déborah, j'ai hâte de voir les élèves après combien de jours ils vont être tannés de manger du riz. J'ai hâte aussi de voir ça.